Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial Mission Impossible. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Donc, avec la sortie de ce potentiellement dernier épisode de la franchise Mission Impossible, on a décidé de faire un épisode spécial. Une rétrospective et analyse de la franchise cinématographique. Et pour nous accompagner, on accueille André Caron, qui avait été parmi nous pour parler de Francis Ford Coppola l'automne dernier. Oui, avec Megalopolis. Fait que salut André. Pam. Moi, je suis prêt, là. Je sais pas vous autres si vous avez accepté la mission, là, mais moi, je suis prêt. On est content que toi, tu l'aies accepté. Ça. Tu vois, tu fais partie de notre équipe qui a été assignée pour la mission. Là, oui, mais c'était quand même toute une mission. Il fallait voir quand même les 8 films. Oui, puis il y a des choses plus désagréables dans la vie que regarder 8 missions impossibles d'affilée. Voilà. T'as-tu fait 8 en 8 jours ou... Ouais, j'ai fait un peu, c'est ça, parce qu'il faut quand même prendre un break, là, sans ça, tu vas comme un peu fou, là, tu penses que t'es Tom Cruise, puis tu te tires par la fenêtre. Tu rames des cascades. Juste avant d'embarquer là-dessus, je vais juste présenter en fait André, qui a été un professeur au Cégep Garneau de Québec, critique chroniqueur pour le magazine Séquence. Puis Hors-Champ aussi, travaillé pour Hors-Champ et pour Mediafilm pendant longtemps, pour les cotes, là, de 1 à 7. T'es responsable de certaines de ces cotes. Ah oui, d'ailleurs, j'ai fait les 3 premiers... sur les 4 premiers, j'ai fait 3 textes pour Mediafilm, donc Mission Impossible 1, 2 et Ghost Protocol. Puis je pense que c'est Louis-Paul qui a fait le 3. Puis les 4 derniers, c'est Georges Privet. Okay. Fait qu'il y a comme une continuité quand même dans quasiment comme les réalisateurs aussi. C'est ça. Et ce qui est bien le fun pour la petite histoire, c'est qu'André était mon professeur au Cégep. Fait que je suis bien content de l'accueillir parce que c'est un très bon analyste. André a cette capacité-là d'analyse. C'était quelles années, toi, où tu étais là? 95-16. Ben justement, au moment où le premier Mission Impossible sortait. C'est quand même intéressant. C'est vrai, effectivement. Tout est dans tout. Est-ce que tu faisais ça des fois à l'époque, parenthèse, comme donner un devoir... hors du cursus, de dire « Hey, tel film vient de sortir, vous devriez aller voir on ça. » On le faisait beaucoup pour cinémas nationaux ou à la fin du cursus là, de 2 ans, parce que là, c'était intéressant d'aller voir des films internationaux, puis on les envoyait au clap. Alors ça, c'est quelque chose qu'on faisait. Puis des fois aussi, on organisait des projections pour nous, où on disait « Bon, ben là, la session finie, on va aller voir tel film. » Et c'est arrivé aussi que j'ai célébré un film. J'ai célébré en 93, le 25e anniversaire de 2001. OK. Puis j'avais fait, si vous allez rire, j'avais fait préparer un gâteau monolithe au chocolat. Et puis on avait fait ça au café étudiant. Et on avait pris des photos. Puis j'en avais envoyé une à Kubrick. À l'époque, en 93, parce que je connaissais son agent à Londres. Fait que par lui, j'ai envoyé les photos à Kubrick. Fait que j'étais bien content. Réponse quelconque? Non, je ne m'attendais pas à avoir de réponse de M. Kubrick, mais il doit avoir souri pareil s'il a vu la photo. Donc, avant de parler des films, on va juste contextualiser un peu le début de Mission Impossible, parce que c'était une émission de télé. Nous, on est trop jeunes pour avoir connu ça. Mais André est un peu plus vieux, fait qu'il va juste nous donner quelques mots, comment tout ça est parti. Ben, vous savez, c'est une série télé qui s'inscrit parfaitement dans la guerre froide. Dans les années 60, ça a commencé en 1966 jusqu'en 1973, donc il y a eu 7 saisons et 171 épisodes quand même. Et ça commence la série après la crise des missiles d'octobre de 62 et au moment où les James Bond commençaient aussi, parce que le premier James Bond, c'était en 62, drôle de coïncidence. Et après ça, il y a eu plein de séries et de films sur la guerre froide, comme F Like Flint, avec James Coburn. Puis avec Dean Martin aussi, il y avait une série, là, Matt Helm, qui était une série de films vraiment mauvais, là, mais qui était comme des parodies de James Bond dans les années 60. Et il y avait The Man from U.N.C.L.E., là, les agents très spéciaux. Donc, ça s'inscrit dans cette mouvance-là. Et le producteur, Bruce Geller, c'est un espèce de génie. Il a écrit presque tous les épisodes. Quand tu penses à ça, c'est vraiment... ce qui est rare pour la télévision américaine. Assez rare. Il y a aussi parti la série Mannix, puis une série qui s'appelle Hunter. Et là, ça m'a fait penser Ethan Hunt. Peut-être. Mais il est décédé... Il est décédé en 1978. Il n'était pas très vieux. Il avait 47 ans et ironiquement, dans un accident d'avion.
Quand on pense à toutes les missions impossibles où les avions sont mis à l'épreuve, c'est quand même surprenant. Dans la série, les vedettes, il y avait le couple Martin Landau-Barbara Bain, qu'on va retrouver à partir de 1975 dans Cosmos 1999, ceux qui ont déjà suivi cette vieille série de science-fiction. Et Martin Landau, c'était le roi du déguisement. Donc, c'est là que vient l'idée des masques. Là. Okay. Ça vient de Martin Landau qui se déguisait tout le temps. Et Barbara Bain, c'était la séductrice qui était sur l'émission. Plus tard, à partir de 71-72, c'est Leonard Nimoy qui va remplacer Martin Landau, donc Spock lui-même, qui remplace au niveau du déguisement. Et à partir de la deuxième saison, là, on connaît James Phelps, qui était joué par Peter Graves et qui va devenir John Voight dans le premier film. Donc, toute l'armature est déjà là. On est beaucoup dans la notion de contrer des espions soviétiques, une question d'infiltration, d'essayer de déjouer des dictatures, de remplacer des généraux. On est vraiment dans l'impérialisme américain. Là. Souvent aussi, il y a déjà là, souvent des scénarios qui tournent autour de la menace nucléaire. Il y a des subterfuges, des mises en scène et des maquillages qu'on va retrouver dès le premier film. Il y a aussi, vers la fin, on est beaucoup dans enrayer le crime. Donc, là, il y a des vols de bijoux, des trafics d'armes, de la drogue et la mafia qui s'appelle The Syndicate. Oh, OK. Qui reviendra. Quand même intéressant aussi. Mm-hmm. À partir de... Donc, ça se termine en 1973, mais en 1988, ils vont faire 2 autres saisons. Hommage, plutôt. Ce qu'ils voulaient faire, c'est comme reprendre des épisodes clés puis les refaire avec les nouveaux gadgets et tout ça à la fin des années 80. C'est aussi avec Peter Graves dans le rôle de Jim Phelps. Mais c'est vraiment pas bon. Premièrement, il n'y avait pas le budget qu'il devait avoir. Ça a été tourné en Australie. Le casting, les vedettes n'étaient pas intéressantes comparées. Ça n'arrivait pas à la cheville du casting original. Donc, ça a été quand même une bonne longévité cette saison, mais pensez là, aux séries de télévision qui ont eu des longévités incroyables, comme Gunsmoke, qui a duré 20 ans quand même. Bonanza, c'était 14 ans. Hawaii 5-0, 12 ans quand même. Mais le top du top, c'est Guiding Light, qui a duré 57 ans. Pensez à ça. Là. C'est un soap? Oui, c'est un soap d'après-midi. Là. Un autre fait remarquable qu'il faut dire, évidemment, tout le monde est conscient de ça, c'est la musique de Lalo Schifrin. Lalo Schifrin, qui aussi, c'est incroyable, il est encore vivant. Il a 93, il continue à écrire, c'est un peu comme le John Williams, là. C'est un tough. Il y a 226 crédits musicaux sur IMDb. Il faut le voir pour le croire. Il a tellement produit. Il est surtout reconnu, évidemment, pour le thème de Mission Impossible, mais aussi pour Bullet, le film avec Steve McQueen. Et il a fait la musique de THX 1138. Ça, je ne me souvenais pas de ça, le premier film de George Lucas. Il a fait une bonne partie des Dirty Harry et Opération Dragon avec Bruce Lee, qu'on a passé l'an dernier. Et donc, ce qui va se passer, c'est que là, il va y avoir un changement parce qu'au moment où ils font la deuxième saison, c'est la perestroïka. Le bloc communiste est en train de tomber. L'Union soviétique va se dissoudre et ça va être la chute du mur de Berlin quand la série se termine en 89. Donc, quand va arriver le temps de partir la série en 96, là, on tombe dans un nouveau paradigme, si vous voulez. Puis ce paradigme-là, ça va être la lutte au niveau du néolibéralisme international, pas juste au niveau américain. Et là, c'est, je pense, beaucoup une lutte contre les mauvais joueurs du capitalisme sauvage. Et c'est de là que va venir l'idée de la knocklist. Vendre les agents, ça fait partie du néolibéralisme et du capitalisme sauvage. C'est un peu comme les informations des jardins qui ont été vendues il y a quelques années. Exactement. Donc ça, c'est intéressant. L'autre chose maintenant, je pense qu'il faut remettre en contexte, c'est Tom Cruise. Où était rendu Tom Cruise en 1996? Oui, ça m'a surpris qu'il était déjà producteur du premier film. Oui, c'est ça. Je pensais pas qu'il était déjà aussi établi, mettons, qu'il avait les rangs assez solides pour ça. Il faut dire qu'il venait de connaître d'énormes succès avec The Firm, A Few Good Men. Oui, c'est ça. Fait qu'il était rendu
un des power players à Hollywood. C'est vrai que Ouais. le premier Top Gun, c'est 84. 86, ouais. Ça fait déjà 86. 10 ans qu'il est poster Ouais, boy et tout. effectivement. là, Ouais. ok, ouais. Ben, en fait, il a commencé vraiment dans des petits rôles en 80. Il était très jeune. Là. Il a le même âge que moi. Hein. Il va avoir 63 là, en juillet. Là. Ben, vous avez Donc, le il est même en régime 62. de vie, même entraînement. Exactement. c'est ça. Tout va bien. C'est ça, là, c'est à l'audio, mais André, J'ai investi pareil, mon là. argent, ça fait longtemps. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, il a commencé dans des petits rôles dans Endless Love, Taps, entre autres. The Outsiders. Losing It, The Outsiders, avec tout le groupe de jeunes acteurs qui étaient là. Et son premier grand succès, ça vient très, très, très tôt avec Risky Business en 1983. Puis ensuite, évidemment, Top Gun là, en 86, qui l'établit comme une grande vedette. Grande vedette, il faut le dire vite parce qu'il mesure juste 5 pieds 7. Là. On a tendance à oublier ça. Hein? Ben, il n'y a aucun film qui laisse vraiment montrer qu'il fait 5 pieds 7. Ah non, puis je pense que le comble du comble, c'est les Jack Reacher. Ouais. Où là, le personnage est supposé avoir 6 pieds 5, puis monsieur mesure 5 pieds 7, quand même. D'où le problème, Mais d'ailleurs, de Il y a ces une règle films-là. aussi dans ces films qu'il est toujours plus grand que sa co-vedette féminine. Oui. OK. Fait que c'est Ça, voulu. ça veut dire que ça prend des réalisateurs qui savent utiliser le langage cinématographique et mettre la caméra à la bonne place. Oui, c'est ça. Au niveau des angles et tout. Là. Mhm. Il y a aussi, et je pense que c'est à noter, il a quand même joué dans le film Legend, Ouais. qui est probablement le plus beau film raté de l'histoire du cinéma. Là. Je Mais replace pas c'est ça. un un conte de film Ridley Scott. extraordinaire Ok. qu'il faut voir, vraiment, là, 85. Donc, c'est entre Risky Business et Top Gun. Bon, il a aussi commencé à faire des films où son interprétation était vraiment, vraiment forte, très forte. D'abord dans Color of Money, avec Paul Newman, le film de Scorsese, et Born on the 4th of July, Ouais, de Stone. ok. où il a été mis en nomination pour l'Oscar, et aussi Rain Man. Donc, cette série de films-là, vers la fin des années 80, va lui permettre aussi d'avoir une excellente relation avec le studio Paramount. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à connaître la productrice et son agent Paula Wagner. Et avec Paula Wagner, qui est de 15 ans son aîné, il va commencer en 93 à développer une maison de production avec elle. Donc, il tombe en partenariat avec elle pour fonder sa maison de production et elle va produire avec lui les 3 premiers Mission Impossible. Tous les Tom Cruise, en fait, jusqu'en 2006, ont été produits avec Paula Wagner. Et ensuite de ça, ils ont mis fin à leur collaboration. Ils sont partis chacun de leur bord. Mais elle a quand même produit aussi les 2 Jack Reacher et la série là, Jack Reacher sur Prime. Oui, avec un acteur qui ressemble Qui, plus lui, à Ouais, ceux lui- des livres. Lui mesure 6 pieds 3. Fait qu'il Ouais. est pas mal proche de... C'est ça, puis il est large comme... il est 5 pieds 7 de large, probablement. Pas là. quelque Fait que- chose... Ouais, exactement. Bon, maintenant, il tourne, et c'est ça qui est remarquable, parce que il y a un maniérisme, Tom Cruise. Il va avoir de la difficulté à se débarrasser de son maniérisme à travers les années. Je pense que la cassure, c'est vraiment Eyes Wide Shut, là, où, comme d'habitude, Kubrick, en faisant une centaine de prises, va réussir à complètement le vider, là, ce qui a été remarquable quand tu regardes le film. Mais il a quand même travaillé avec de très, très grands réalisateurs. Francis Coppola, Oliver Stone, Brian De Palma, Neil Jordan pour Interview avec le vampire, Martin Scorsese, Ridley et Tony Scott. Ouais. Paul Thomas Anderson aussi, dans Paul Magnolia, Thomas Anderson, Kubrick, Spielberg, John Woo pour le 2e Mission Impossible, et Sidney Pollack. Donc, quand même, et il a été marié à 3 actrices aussi. Il a vraiment un faible pour un certain type Il d'actrice. y en a une qui m'échappe. Mimi Sa Rogers, première, mais Je pensais que c'était Nicole Kidman. qui était 15 ou 20 ans plus vieille que lui, comme Paula Wagner d'ailleurs. Je dis ça en passant. Et Nicole Kidman, donc, dans les années 90, et Katie Holmes, dans les années 2000, puis ça a fini un peu en scandale, là, cette histoire-là. Ouais. Bon. En 96, là, comme tu disais tantôt, il est vraiment au top de sa gloire. Il peut se permettre de produire. Et donc, il lance la série Mission Impossible. C'est vraiment une idée qui vient de lui. il Et était un grand fan de la série, il faut dire. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est Étant ça. Il y avait jeune, ça il devait écouter oui, c'est ça. puis- Fait qu'il y avait un désir de en partant. l'amener au cinéma. Puis ce qu'il voulait vraiment faire, c'était au départ avoir un réalisateur différent pour chaque film, ce qui fait que la signature changeait,
même si la formule restait. Fait que c'était un peu le concept des 4 premiers films. Ben, ouais, les 4, effectivement, même encore plus marquant les 3 premiers, je trouve. Là. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Ben, les 4 premiers, puis après ça, on tombe avec une rigueur avec Christopher McQuarrie, qui là va faire les 4 derniers. Et là, c'est là que la formule s'installe. Puis même, il émule beaucoup le 4e quand même. Les 4 ouais, 5 sont pas si différents. McQuarrie, c'est pas un réalisateur qui a une signature. Il est capable de faire une synthèse de différentes choses. Je pense surtout qu'il travaille bien avec Tom Cruise. Ben, je pense surtout qu'il y a une bonne équipe de direction photo puis de caméra. Puis c'est ça qui détermine le style du film. C'est pour ça qu'on peut parler de formule à partir du 5e film, parce que là, on installe une façon de faire qui va demeurer jusqu'au dernier film, là, présentement. Savez-vous c'est quoi la valeur au box-office de Tom Cruise? Je me suis amusé à calculer ça. Mais dans le sens, ce qu'il a cumulé jusqu'à présent dans tous ses films? Là? Dans tous les films où il y a un premier rôle. Parce que pas les films où il faisait juste des caméos, comme dans Magnolia. Ah oui, ça fait longtemps que j'ai vu qu'il... Paul Thomas Anderson. Ouais, mais je me souviens plus qu'il était caméo. Je pensais qu'il était plus c'est un film choral où il y avait plusieurs... C'est ça. Puis il y a un rôle presque... Centre, c'est presque un 3e rôle qu'il y a dans le film. Ou Tropic Thunder. Là, Tropic Thunder, c'est carrément une apparition. Là. Ouais. Mais si on prend tous les films où il est premier rôle, sa valeur... Juste avec les Top Gun, il doit être dans 4-5 milliards? 13 milliards. Quand même. 13 milliards, OK? Worldwide, là, des box-office mondiaux? Oui, c'est ça. Parce que les Missions Impossibles, seulement les Missions Impossibles, les 8 films, puis là, évidemment, on peut estimer le dernier à environ, j'ai regardé là, hier, il était rendu à 353 à peu près à travers le monde. Mettons qu'il va se rendre jusqu'à 600 millions, là. Mettons qu'on se rend jusque-là. Le dernier, en fait, c'est 571. Donc, on se retrouve autour de 4,8 milliards juste pour les Missions Impossibles. Okay. C'est quand même un bon, un bon rendement. C'est une bonne moyenne, ben oui. Si on peut dire. Si je tombe maintenant sur les influences, parce que là, cette série-là va s'inscrire en continuité avec d'autres séries qui soit ont commencé avant, ou un peu après, ou en même temps. Et on les remarque, les influences dans ces films-là, à commencer évidemment par les James Bond. Vous savez que les James Bond, il y a eu 27 films, si on compte Casino Royale. Je parle de Casino Royale de 1967. Si on compte les 2 Casino Royale. C'est ça, si on compte les 2 Casino Royale. Et la période où les Missions Impossibles commencent en 96 correspond à celle où Pierce Brosnan... Ouais, c'est la renaissance des James Bond. C'est ça, était là. Et ensuite, à partir de Mission Impossible 3, c'est Daniel Craig. Avec Casino Royale. Fait que là, donc, ça, c'est intéressant parce que on se rend compte, quand on regarde surtout les 3 derniers, comment il y a vraiment une influence directe des James Bond, même dans certaines scènes, évocation de certaines scènes, de certains éléments aussi qui sont un peu parallèles, remplacer Spectre par The Syndicate, puis ça finit par se ressembler. Ouais, l'intérêt amoureux ou le méchant qui reviennent sur quelques films, puis des choses comme ça. Oui. Ça fait partie des similarités, je trouve. Là. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que les enjeux sont internationaux. Les enjeux sont mondiaux. Fait que là, on tombe vraiment dans quelque chose qui dépasse ce que la série était à l'origine, qui était juste de l'infiltration. Là, on est dans d'autres choses. Donc, ça, c'est pour les James Bond. Il y a aussi, en même temps, les Jack Ryan. Et c'est quand même une influence intéressante parce que là, on parle d'un agent de la CIA à partir de Red October. Après ça, il y a eu Patriot Games, là, puis ceux avec Harrison Ford. Et ça s'est rendu jusqu'en 2014 avec Jeremy Renner. Puis là, c'est intéressant parce que Jeremy Renner, il fait Ghost Protocol, puis après, il fait Jack Ryan. Puis là, tu te rends compte que la façon de faire le combat dans Ghost Protocol, la façon dont il se bat, est reprise dans le Jack Ryan, puis aussi dans le Bourne, parce qu'il va jouer dans Bourne. Fait que là, il y a Bourne aussi. Là, tu as Bourne, la série des Jason Bourne. Fait que ça, avec, c'est intéressant. Là. Ouais, c'est ça, je me suis mêlé. Mais je me sais plus que Jack Ryan était... Non, c'est Chris Pine. Ouais, c'est ça. C'est Jeremy Renner. Il est dans les Jason Bourne. OK, c'est ça. Ouais. Je me suis couré de série. C'est ça. Mais Alec Baldwin, il se bat pas de la manière, mais il a été Jack... dans Run for Red October. Et là, c'est ça, il est récupéré. Il devient directeur de la CIA. On sent l'influence du premier Mission Impossible est très collée sur celle de Run for Red October.
où c'est beaucoup plus intellectuel comme intrigue. Et à partir de Mission Impossible 3, on est dans les Jason Bourne avec caméra à l'épaule, montage nerveux, combat, corps à corps et tout exactement, ça. Exactement. Parce qu'il sort quand le premier Jason Bourne avec... Jason ça doit Bourne, être 2002 ou c'est à 3, partir de 2002. 2002 ça. jusqu'à 2016, il y a 5 films. Fait que tu vois le parallèle, veut pas, là, l'influence, parce qu'il stoppe un l'autre. Hein? Il essaie toujours d'aller plus loin que l'autre série. Puis là, pensez aussi au Batman de Christopher Nolan, les 3 films, particulièrement Dark Knight Rises. Parce que dans Dark Knight Rises, il kidnappe un avion avec un autre avion. Oui, OK? Fait que là, qu'est-ce qu'il fait, Tom Cruise, après? Il se ramasse sur l'aile d'un avion qui décolle. Fait que tu te rends compte qu'il essaie toujours de se dépasser un l'autre. Puis, Il se challenge. Puis un autre film que s'il n'avait pas existé, je pense qu'il y a bien des scènes dans Mission Impossible qui ne seraient pas là, c'est True Lies. Okay. Et là, on se rend compte jusqu'où ça va, parce que dans True Lies, la petite fille, elle tombe sur l'aile de l'avion. Et sur le nez de l'avion. C'est ça, vers la fin. Ouais. Et ça va redevenir presque un leitmotiv là, dans certains des Missions Impossibles. Puis l'autre film de James Cameron, qui a été très utile, en particulier pour les 2 derniers films, c'est Abyss. Et là, on se rend compte que vraiment, là, séquence sous-marine, c'est du copier-coller de la séquence sous-marine d'ouverture d'Abyss. Puis ensuite, quand il explore le sous-marin dans le dernier film, sauf que lui, il fait ça tout seul, hein, il est bon, capable de tout faire ça tout seul. Dans l'autre, il y avait une équipe de 6, puis il y en a un qui vire, qui a presque des gros problèmes. Là. Fait que je trouve ça quand même fascinant quand tu te mets à regarder ça, où là, on se rend compte que c'est pas juste Mission Impossible, mais c'est la technologie puis l'esthétique des films d'action qui se répercutent d'une série à l'autre. Et là où on est rendu présentement n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu tout cet enchaînement-là d'un film à l'autre. S'il y avait eu juste les Missions Impossibles et rien d'autre, c'était un peu la compétition qu'il y avait à l'époque entre les Beatles et les Beach Boys qui se renvoyaient chacun des disques. Puis les Rolling Stones, c'est ça. Il y a une autre chose aussi qui est intéressante, c'est l'augmentation des budgets et des revenus. Ça, c'est quelque chose. Le premier film, il a coûté juste 80 millions. Ouais. Mais en 96, c'est quand même pas mal. C'était quand même pas mal. Mais ensuite... Tout en masque. À partir du deuxième, les films vont se maintenir autour de 125-150 millions. C'était à peu près la norme, jusqu'à Fallout. Là, rendu à Fallout, c'est rendu 180 millions. Oui, puis c'est à partir de là qu'ils durent 2h30. Là. Exactement. Les 3 derniers sont vraiment plus longs. Puis l'avant-dernier, le Dead Reckoning, a coûté presque 300 millions. Puis le dernier a coûté 400 millions. C'est incommensurable, 400 millions. Pour que le film remporte de l'argent, il faudrait qu'il fasse au moins 900 millions. Ce qu'ils n'ont jamais fait aucun des films, c'est ça. Ce qui est impossible. C'est vraiment... Elle a leur mission impossible. Mais des fois, je me demande pourquoi est-ce qu'ils mettent... c'est le fun là, qu'ils mettent autant d'argent puis que ça donne que le film est à la hauteur de ce qu'ils veulent. Mais la rentabilité est juste sur la franchise puis la propriété intellectuelle. C'est un peu une perte assurée financière. Non, c'est ça l'affaire. C'est que là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne faut pas juste tenir compte du box-office. Il faut tenir compte ensuite des sorties, soit en streaming ou sur les DVD ou sur les Blu-ray, tout ça. Les produits dérivés aussi, parce qu'il y a beaucoup de produits dérivés reliés à Mission Impossible. Puis il y a aussi le fait que c'est un investissement pour les autres films de Tom Cruise, parce que là, les gens retournent voir d'autres films. Alors, il y a tout ça là, qui rentre en ligne de compte. Puis aussi, c'est parce que, dans le cas du dernier film, la raison pour laquelle ça a coûté aussi cher, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont été obligés d'arrêter. Puis là, s'ils voulaient maintenir l'équipe, il fallait qu'ils continuent à les payer. Fait que pendant 2-3 mois, ils ont payé du monde à vide. Et c'est ça qui coûte super cher, les salaires. Alors, c'est pour ça qu'en fait, le film aurait probablement coûté 250 millions, mais on est obligé de rajouter 150 millions à cause de tous les délais causés par la COVID, puis ça s'est répercuté même sur l'avant-dernier film. Donc, ça, c'est... bon. Mais là, si vous regardez les recettes, le premier film a fait 460 millions à peu près de recettes. Ça demeure pas mal ce niveau-là jusqu'à Ghost Protocol, où là, on approche les 700 millions. Et puis, rendu à Fallout, là, on est presque à 800 millions. Mais Dead Reckoning a fait juste 571 millions. Pauvre film. Ouais, mais il y avait quand même une sortie un peu... 2023, les gens recommençaient. Oui, la COVID était comme finie, mais l'engouement en salle n'était pas regagné sur tous les films. Non, c'est ça, pas encore. Puis...
il est sorti tard en juillet. Puis j'ai l'impression que ça y a nuit parce que là, il était en compétition. Il y avait le Indiana Jones, que lui aussi, il n'a pas tout fait ses frais, mais il y avait plusieurs films qui étaient tous là en même temps, soudainement. Puis c'était l'été... Barbenheimer. C'était l'été de Barbenheimer. Exactement. Fait qu'il a perdu ses écrans IMAX. Exactement. Fait que c'est ça. Même chose pour Indiana Jones. Ils sont passés comme 3, 4, 5e dans les choix des gens après Barbie, Oppenheimer, peut-être d'autres affaires. Au Québec aussi, on avait d'autres produits. Mais il faut dire que le film était aussi moins bon parce que beaucoup trop d'explications. On reviendra plus tard. Mais il y a un problème aussi. L'effet de bouche à oreille a été moins fort que les autres films avant. Mais j'ai l'impression que c'est pour ça qu'avec le dernier, ils sont revenus, ou en tout cas sont allés à une sortie au mois de mai pour être le film avoir plus de semaines devant eux que c'est ça. Exact, l'effet Star Wars. Sortir les films au mois de mai. Revenons au début. En 1996, Mission Impossible. Donc, Tom Cruise, sans scénario, se fait offrir un budget par la Paramount. Fait qu'on donne le feu vert, go. Ah ouais, OK. Mais déjà, au niveau scénaristique, on brûle les scénaristes, on n'est pas trop content. Il y a eu, entre autres, David Coep qui avait travaillé sur Jurassic Park. T'as Steven Zillian qui a fait Schindler's List. C'est David Cope, quelque chose comme ça. Ouais. Et Robert Town, une légende qui avait fait Chinatown. Qui avait travaillé avec Days of Thunder aussi. Ouais, Days of Thunder. Fait qu'eux, ils ont tous soumis des scénarios, en fait, non, pas ça. Non, en fait, ils ont tous retravaillé une part des scénarios. En fait, la raison qu'ils ont fonctionné, c'est que De Palma avait des scènes d'action en tête. Fait que déjà là, on avait cette approche-là. Fait que là, on construit une intrigue alentour des scènes d'action qu'il veut faire. Ce qui va devenir un procédé vraiment typique de la série aussi. Oui, puis il est encore plus fou. Là. À cette heure, il semblait juste quasiment tourner des scènes d'action, puis après ils écrivent le scénario. Puis faire venir les acteurs. Puis là, OK, là, toi, un peu d'exposition, tu vas dire ça, tu vas dire ça, tu vas dire ça. Fait que là, ça justifie. Oui, puis à partir de Ghost Protocol, il change vraiment beaucoup d'affaires, comme... tout le début de Rogue Nation, c'était supposé être le début de Ghost Protocol. Puis là, finalement, ils ont décidé qu'ils ne faisaient pas ça. Puis là, il a fallu qu'ils retournent une partie de la scène d'ouverture parce que ça marchait plus. Puis, fait il y a beaucoup de patchwork là-dedans. Là. Ça devient de l'assemblage. Ça vient c'est un peu comme monter les camions Tesla. On voit que ça fait. Et toi, je sais pas, Sandré, tu avais noté comment De Palma est venu à être choisi par Cruise. T'avais tout ça, cette anecdote-là? Vas-y, je te la laisse. D'accord, tu me la laisses. Donc, c'est lors d'un souper. Tu me corrigeras si c'est pas vrai. Mais donc, pendant que Tom Cruise tournait Interview with a Vampire, un souper avec Steven Spielberg, qui lui parle de De Palma, où De Palma est présent. Là, je suis plus trop certain. Fait que Tom Cruise va réécouter un peu les films de Palma, puis il va le choisir effectivement pour réaliser le film. C'est ça, c'est juste parce que c'est venu sur le sujet de parler de Brian De Palma. Puis, c'était quoi les œuvres marquantes de Palma, mettons? Vas-y, André, mon grand spécialiste. Ben là, il y en a-tu d'autres qui sont un peu films noirs comme ça? Oui. Son influence est très Hitchcockienne au début. À part les films d'horreur, là, évidemment, il est reconnu pour les films d'horreur comme Sisters, Phantom of the Paradise, Carrie, bien sûr, The Fury. Mais Blowout est vraiment le film qui s'inscrit dans... C'est un film politique avec John Travolta. Puis c'est un chef-d'œuvre, là, Blowout. Et après ça, il va faire Scarface, donc le film d'action, le film de gangster. Dress to Kill. Dress to Kill s'inscrit plus dans l'horreur. Là. Mais... Si on reste dans le film plus d'aventure ou d'action, ou ce qui est considéré. Ensuite, évidemment, Les Incorruptibles, The Untouchables. Oui, c'est vrai, OK. Où là, la signature, la facture, la façon aussi dont De Palma est capable de récupérer une scène puis d'en faire un moment de cinéma qui n'était pas prévu dans le scénario. Anecdote en passant, mais dans Untouchables, c'est la scène de la gare. En théorie, c'était supposé se passer sur un train, puis il poursuivait le train en voiture, puis il réussissait à rentrer sur le train, tout ça. Et finalement, ils n'ont jamais eu le budget pour faire ça. Ça fait qu'en 3 jours, la fin de semaine, il a pensé à cuirasser Potemkin, puis il a fait la scène. Il a tout conçu la scène dans ce week-end-là. Fait avec que, tu vois, c'est le genre, la poussette dans l'escalier. La poussette dans l'escalier et tout, là, tous les éléments au ralenti, puis tout ça. Donc, c'est un maître de construction de ce genre de scène-là. Fait que c'est sûr que quand Cruise voit ça, il peut pas faire autrement. T'sais. Puis même Raising Cane, il y a des moments dans Raising Cane au niveau de la construction du scénario qui sont assez remarquables. Fait que je pense qu'il y avait cet effet-là. Et puis, De Palma, il avait aussi besoin d'un succès rendu là. Il avait besoin d'un bon succès, puis il avait besoin de travailler avec une grande vedette. Il a toujours travaillé avec des vedettes,
Puis il a toujours dit que la raison, c'est parce que quand tu as une vedette, tu peux faire passer des choses au studio que normalement, il n'accepterait pas. Fait que ça aide aussi à un gars qui est quand même assez subversif comme De Palma. Fait que je pense que ce côté-là aussi subversif a fait que Cruise n'a pas pu faire autrement que de dire bon, mais ça me prend quelqu'un qui a une signature puis qui va lancer ça sur les chapeaux de roue. Et ça permet à De Palma de récupérer sa scène de train à la fin du premier film. Tu vois, fait qu'il garde des affaires en tête puis oups, ça revient finalement dans d'autres films. Une voiture par un hélicoptère. Puis par un TGV, tu sais, quand même, c'est quelque chose. Fait que là, on se lance-tu dans le premier film? Là? Oui. Ben oui. Une bonne préambule. Tu vois quelques anecdotes où j'y vais, je me lance? Ben, lance-toi, puis on ira après sur Parce que là, on l'appréciation générale pas du le film. Là, Non, oui, c'est ça. Ça va être spoiler en masse. Okay. Fait que si vous n'avez pas vu les films... je pourrais faire une petite pause, aller faire un marathon, puis c'est ça. On sera sans pitié. Donc, c'est De Palma qui a l'idée de situer le film à Prague au début, parce qu'il trouvait que c'était une destination qu'on avait peu vue encore au cinéma. Tu l'as mentionné. Avant ça, tu as la première mission. Tu as la première mission pré-générique qui est à Kiev. Oui. À Kiev. Pensez à ça, là. C'est à Kiev, en Ukraine. Ouais. On ferait pas ça aujourd'hui. C'est quand même quelque chose, là. Ouais. L'idée de la c'est scène... vrai que l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, comme ça, nouveau, là. C'est tout nouveau, puis ça fait encore plus genre international, parce que le premier film, ça va revenir plus tard, mais c'est pas justement Russe-États-Unis, là. Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est le pont. C'est justement ce qui est fort avec la mission de Kiev, la pré-générique, c'est que c'est le pont entre la série télé, où il y avait des choses comme ça. Le pilote, c'était exactement ça. Il kidnappe quelqu'un, puis le gars se réveille, puis il dit que ça fait 6 ans, puis t'as été dans le coma, puis c'est pas vrai pantoute, puis ils ont tout créé un décor autour de lui. Fait que c'est exactement comme la mission de Kiev. C'est dans le 6? Ils la refont dans 6, Fallout. Dans Fallout, Ouais. au début de Fallout. Effectivement. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, vous avez cette mission-là, et ensuite, il y a la mission à Prague. Ouais. Donc, là, je vais comme ça, c'est un peu en désordre, désolé, mais donc l'idée de la scène du resto où Cruise s'envole à la course alors que tout éclate. Avec ça la vient gomme dans la... Oui, les aquariums. Ça vient de Tom Cruise, cette idée-là, cette scène-là. Et il a exécuté la cascade pour le vrai aussi. Ouais. On avait fait un essai, je pense qu'un cascadeur, c'était pas concluant. Alors, Tom Cruise l'a fait une prise. Je pense que c'est là que ça a commencé l'idée. Ah là, je vais refaire toutes les cascades, puis ils vont me prendre en gros plan, puis ils vont voir que c'est moi. C'est ça. Et le narcissisme de M. Cruise. Oui, mais en même temps, ce que tu as dit, l'idée de Palma qui disait tu travailles avec des vedettes puis ça te permet d'aller chercher plus au studio parce qu'ils disent OK pour la vedette, mais Cruise a fait ça sur lui-même vu qu'il s'est mis en vedette, il a continué à être une vedette et il était le producteur et il était, fait que c'est pour ça qu'il a réussi à avoir 400 millions et tout, pas juste de sa poche. Ça compense pour le 5 pieds 7. Oui, c'est ça. On sait que Tom Cruise effectue un tour de magie avec la disquette qu'il a pris réellement. Donc c'est vraiment fait une caméra live. C'est une bonne scène. Ça là, c'est ce qui fait que le film est excellent. Là. Je trouve, c'est pas juste l'action, l'hélicoptère, les poignards, le 1, je pense que dès qu'on pense à Mission Impossible, c'est la fameuse scène du harnais qu'il faut pas qu'il touche à rien dans... Je pense que c'est la chose, même si on pense au dernier, des motocross, des affaires, la goutte de c'est ça, exactement, ces affaires-là. Puis j'ai entendu un fun fact récemment, d'ailleurs, sur cette fameuse scène-là. Je suis un peu volé le micro, mais il arrivait pas. De Palma, il faisait travailler, puis il finissait toujours à tomber sa face, puis là, il était sur le bord de dire, on va prendre une double ou on va voir autre chose, ça fonctionne pas. Puis il a dit, j'ai une idée, mettez un peu de poids dans mes souliers, fait que je sais pas, une poignée de change, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. C'était du change. C'est ça, puis que ça lui a permis de plus garder son ballon. Quand ils l'ont fait, ça marchait, puis il a juste réalisé que Palma, il disait pas couper, t'sais. Il laissait juste se démerder vraiment longtemps, fait que ça y est, quand on le voit là, faire un peu les essuie-glaces là, avec ses bras pour garder son équilibre et tout, c'est venu de même. Fait que je sais pas si l'idée de la sueur était prévue ou ils ont vu que lui-même se mettait à avoir chaud. C'est storyboardé. OK, ça c'est ça c'est conçu, là, mon gars, là, au millimètre près par De Palma. D'ailleurs, il a lui-même contribué à inventer le logiciel de storyboard à l'époque, dans les années 90. C'est un des premiers à avoir travaillé là-dessus. Puis, donc, les animatiques storyboard, là, ça vient de Palma. Donc, tu parlais de la scène de train de fin avec le TGV, dont la compagnie a refusé au début de donner leur aval à la production. Fait que c'est Tom Cruise qui est allé
invité à souper les dirigeants de la TGV pour les convaincre finalement d'utiliser la marque, ce qu'ils ont accepté. Je sais pas si ça a donné une hausse de voyage en Europe et d'utilisation, des répercussions positives. Et à la fin, où on voit l'effet de l'hélice et du vent, du train, tout ça. Donc, on est allé chercher vraiment un simulateur à parachute qu'on lui a mis en pleine face, donc qui donnait des vents jusqu'à 180 miles per hour. Alors, il voulait vraiment l'authenticité. Ouais. John Voight aussi, là, quand il est accroché en dessous. C'est tellement exaltant, cette scène-là. Quand il se lance sur le pied de l'hélicoptère et que là, la musique part, tu sais, t'as un effet de soulèvement dans la salle. C'est rare des moments comme ça. Puis je pense qu'ils ont eu beaucoup de difficultés ensuite à reproduire un mouvement qui est aussi exaltant que ça à l'intérieur des Missions Impossibles. Puis ça montre la dextérité de Palma à construire des... Il y a un plan, tu sais, dont on parle pas souvent, mais quand le TGV passe... puis que la caméra est à l'extérieur et elle s'approche de la fenêtre jusqu'à voir juste la valise. Oui. Ça s'était jamais fait à l'époque, un plan comme ça. C'est un hélicoptère? Puis, c'est bien compliqué parce que ça commence avec un plan d'hélicoptère avec une caméra, un Skycam, là, qui était une caméra avec un gyroscope. Mais à un moment donné, c'est plus ça. T'es rendu dans le décor, puis il fallait fait que c'est un trucage numérique, un des premiers à utiliser ce genre d'affaires-là. Avec une symétrie parfaite pour c'est ça, puis ça marche au bout. Fait que c'est l'ingéniosité de Palma, c'est beaucoup ça, là, aussi. Oui, j'ai l'impression, tu mentionnes, c'est ça que quand le premier est arrivé, ça a dû être aussi... je l'ai vu, mais j'avais 10 ans, fait que je me souviens pas de l'ensemble du marché puis qu'est-ce qu'il y avait ailleurs. Mais on a parlé tout le temps, tantôt, des comparables. Oui, il y a eu des James Bond qui étaient là avant, mais les autres, là, les Bourne puis ces affaires-là, ça arrive plus tard. Là. Bourne arrive plus tard, mais pas les Jack Ryan. Il y a déjà des Jack Ryan. Mais il n'y avait pas autant d'action que ce qu'on voit là. Non. Fait que c'est vraiment un précurseur puis une assise très forte pour la déjà, série. le premier de Pierce Brosnan, il plonge en bas d'un barrage, là, tu sais. Ouais. Non, c'est pas le barrage, c'est le télescope. C'est à Arecibo, là. Il plonge là-dedans, là. Ah oui, mais tu avais aussi la scène en avion. Oui, c'est ça, la scène en avion. Fait que t'as encore cette notion-là. Puis dans beaucoup de James Bond, t'as des scènes où il saute de l'avion. Dans Moonraker, t'as ça, il saute de l'avion. Donc, il y a des scènes de James Bond qui sont souvent récupérées dans ces films-là. Mais il y a déjà ça, mais c'est sûr que le renouveau... En particulier pour les scènes de combat, c'est vraiment Jason Bourne là, qui va mettre la barre très, très, très haute. Là. C'est... comment il s'appelle dans le réalisateur? Greengrass. Paul Greengrass. Paul Greengrass. L'herbe verte. Sinon, Robert Graves s'était fait offrir le rôle de Jim Phelps, de reprendre son rôle, mais il a décliné parce que pour lui, c'était comme trahir son personnage qui soit méchant. Mais c'est aussi parce qu'il était trop vieux, c'était pas une bonne idée. Ouais, je sais pas. Il était trop vieux. Ça n'aurait pas marché. Mais je comprends quand même de s'être senti peut-être un peu lésé par l'approche au scénario. On remet ton personnage, c'est à peu près le seul qui reste de la série. Mais d'ailleurs, ça, c'est l'autre scène très marquante du film. Quand Jim Phelps est avec Ethan Hunt, puis qu'il raconte, il lui dit comment ça s'est supposément passé, puis visuellement... Ethan comprend qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Puis là, toi, comme spectateur, il faut que tu décodes ça. Ouais. Ça, c'est brillant. Là. C'est vraiment brillant. Puis c'est ce qui fait qu'on a souvent dit à l'époque que le film était compliqué. Le film est complexe. Il n'est pas compliqué. Ouais. C'est pas pareil. Oui. Tu sais, t'es capable de comprendre ce qui se passe. Puis il nous donne un peu la réponse avant la fin du film. Parce que finalement, la fin, c'est de savoir si Claire, elle, est avec ou pas. Ouais. Mais que finalement, John Voight, son personnage, Phelps, il a menti, puis c'est lui le méchant. Ça, lui, il le comprend au début du troisième acte. Là, très, très Hitchcockien. C'est une façon de créer du suspense. Sans ça, ça devient une surprise. Mm-hmm. Fait que De Palma a trouvé une solution visuelle que même Hitchcock aurait trouvé extraordinaire. Mm-hmm. Fait que, encore là, il y a une ingéniosité à la fois dans la construction du film, au niveau du scénario, que dans les exploits uniquement de scènes d'action, qui fait un mélange, pratiquement un équilibre parfait, qui vont difficilement être capables de répéter dans les autres films. Et dans le traitement narratif, qui leur rappelle justement, tu parlais de Blowout, Dress to Kill aussi, où il joue beaucoup sur les illusions, qu'est-ce qui est vrai, pas vrai, qu'est-ce qu'il nous présente. Il amène le spectateur à se questionner sur ce qu'il voit. Ça, je pense que c'est la force de Palma dans ses films. Ouais. L'autre chose aussi importante, c'est qu'il y a 4 missions.
on oublie ça, mais c'est quand même important. Il y a la mission pré-générique, il y a la mission à Prague. Mission à Prague qui, d'ailleurs, démontre tout le style de Brian De Palma comme réalisateur. Tu as des éléments de trompe-l'œil. Il dirige ton regard vers quelque chose, mais c'est là qu'il faut que tu regardes. Il va faire aussi des doubles focales. Ça, il fait ça souvent. Tu as le foyer sur quelqu'un en avant, puis tu as le foyer sur quelque chose en arrière en même temps. Ouais. Donc, c'est vraiment une double focale. Ça, il fait ça souvent. Des compositions obliques, en particulier dans les escaliers à l'intérieur de l'ambassade, là, où c'est vraiment intéressant parce que la caméra est comme légèrement tournée sur le côté, mais les escaliers, eux autres, ont l'air droits. Fait que, tu sais, ça crée des impressions spéciales. Il y a aussi le suspense gothique à Prague à cause de l'environnement. L'architecture. Dans l'hôtel, l'utilisation de l'éclairage. Le brouillard le soir, là, quand il sort. Le brouillard, quand il fait éclater les ampoules. Donc, il y a plein de... Et aussi, on a l'enjeu qui revient déjà, l'affaire du knocklist. Donc, l'idée que les agents sont à vendre. L'idée aussi qu'ils peuvent être désavoués, disavowed, ça revient déjà. Puis, il y a des conflits internes à l'intérieur des missions. Fait que là, ensuite, après l'élimination de cette première bande-là, dans la mission à Prague, là, reconstruction d'une équipe. Fait que ça fait la transition encore plus flagrante entre la série et où on s'en va avec le film, où Ethan Hunt devient le centre d'attraction, pas Jim Phelps. Donc ça, c'est l'autre chose importante. Et c'est là que la deuxième équipe, il y a des conflits internes, il y en a qui sont bons, il est-tu correct? Jean Renault, c'est un il connaît traître? moins, on compare que l'ancienne équipe, même s'ils se sont fait trahir, finalement, ils se connaissaient depuis vraiment longtemps. La nouvelle, il les connaît pas pantoute. C'est ça. Et la quatrième mission, là, c'est surtout Hunt et Luther, parce que les autres, c'est des traîtres. Et Luther va revenir, et c'est là qu'il va pouvoir reconstruire une équipe avec d'autres personnes à partir du deuxième film. Mais qui vont changer à chaque fois, faute de temps dans leur horaire personnel. C'est ça qu'on a discuté quand le film est sorti aussi. Là, souvent. Il y a d'ailleurs une petite référence, en passant, je te coupe là, mais il y a une petite référence à Dress to Kill dans le premier. C'est quand Ethan se rend au rendez-vous avec la vendeuse d'armes. Là. Max. Max, c'est ça. Et il s'approche, puis il y a un gars sur le banc. Et la caméra est en arrière, puis elle s'approche du gars sur le banc. Le gars se lève, se retourne et l'invite à entrer dans la voiture. Oui. C'est le premier plan de la scène de musée où elle est assise sur le banc, puis la caméra s'approche vers la femme. Donc, ce qui vient confirmer, pour moi, que c'était le point de vue du gars qui va venir s'asseoir sur le banc après dans la scène de musique. Mais il y a l'utilisation aussi pour... on ne pensera pas trop... Il va falloir faire attention les prochains films. Là, si on prend 15 minutes à chaque film, ça marche pas. Mais c'est intéressant aussi qu'il y ait Emilio Estevez, puis j'oublie les autres comédiens. Puis ça aussi, c'est ça. Et ça, c'est un casting international. Mais casting international, puis tu te dis, OK, ils sont là pour rester. Fait que le fait que tout ce Emilio Estevez, il y a quoi, 8 répliques, puis il est mort. Ça, c'est l'effet psychose. C'est ça. C'est l'effet psychose. Tu l'avais des vedettes en partant. Exactement. Puis Dress to Kill aussi, il faisait la même chose avec Angie Dickinson. Ça manque un peu de ça maintenant. Souvent, les vedettes viennent faire un caméo à quelque part. On l'a eu dans Scream avec Drew Barrymore, qu'on aurait utilisé la même formule aussi. Mais qu'ils l'ont refait dans... Scream l'a refait eux-mêmes dans les derniers. Mais tu parles d'Estevez, justement, je suis allé lire là-dessus. En fait, il a accepté d'être dans le film parce que c'était un très bon ami à Tom Cruise. Et Cruise lui avait rendu l'appareil, ça je ne savais pas, mais Cruise a un petit caméo dans Young Guns. Il joue un des tireurs à la fin, mais il est vraiment bien maquillé, costumé. Là, fait qu'on faut vraiment que tu ailles au ralenti puis tu vas le voir un petit peu. Mais, comme les acteurs qui jouent des Stormtroopers, il faut que tu le saches. Sinon, fait que, il était venu s'amuser sur le plateau. Il faut vraiment le savoir. Là. Il était venu s'amuser sur le plateau de Young Guns, puis Estevez a décidé d'embarquer. Et petit fun fact comme ça, c'est le seul film où Tom Cruise ne tire pas du fusil dans le premier Mission Impossible. Dans tous les autres, oui, mais pas il y en a très peu. Il y a juste Phelps quasiment qui tire du gun. Peut-être des méchants, là, des hommes de main. Là. Fait qu'allons-y avec le 2, qui va prendre quand même 4 ans avant d'atterrir sur les écrans de John Woo. Puis ça, tu l'as mentionné, dû au tournage interminable de Eyes Wide Shut qui s'éternise. Entre autres, mais aussi ça devient une caractéristique des Missions Impossibles parce que le troisième, 6 ans plus tard. Fait qu'il y a quand même ce délai-là entre parce qu'on parle d'une série qui a duré 30 ans. Là. Ouais.
Ouais, mais à l'époque, je pense qu'on pressait moins le citron sur les franchises en général. Là. Ouais, c'est ça. Les James Bond aussi avaient un certain délai. Ça appartient pas à Disney, Dieu merci, parce qu'il y aurait un film à tous les ans. Ça veut dire que Cruise prend son temps, il va passer beaucoup d'idées, de concepts, de scénaristes. Oliver Stone a été attaché ça aurait été au singulier, deuxième. Il ne voyait pas faire un film d'action de ce type-là, c'était pas son genre. Non, puis ça aurait pas marché. Je pense pas. Fait que c'est là qu'il emmène John Woo, qui est après comme la nouvelle coqueluche. Dragon, j'imagine. Dans John Woo, c'était Face Off. Puis t'avais eu Broken Arrow. C'est qui Tigre et Dragon d'abord? C'était Ang Lee. C'était Ang Lee, c'est ça. Fait que John Woo qui avait The Killer Hard-Boiled à Hong Kong. Hard-Boiled, c'est le film le plus extraordinaire d'action. Moi, j'ai vu ce film-là à Fantasia. Puis j'ai rarement vu une salle éclater comme ça. Je veux dire, on avait chaud, on avait peur, on riait, on n'avait jamais vu des gens comme ça. Applaudissaient la scène dans l'ascenseur, tu sais, quand il rouvre la porte, puis tout, puis le bébé qui pisse dessus, puis ça par la fenêtre, les gens applaudissaient dans la salle. Je suis sorti de là, shake de même. C'était extraordinaire. C'était comme une boule d'énergie. C'est vraiment... The Killer, oui, mais moi, plus Hard-Boiled. The Killer... C'est une nouvelle façon quand même de créer des scènes d'action, de fusillade. On n'avait jamais vu ça, nous autres. Là. C'est ça. Puis dans Face Off, puis même dans comment ça s'appelle? Broken Arrow. Puis même en Target, qui n'est pas un très bon film parce que c'est Jean-Claude Van Damme. Ah oui. Il joue comme un pied, surtout quand il fait de la savate. Là. Mais puis en plus, il y a le pire accent québécois que j'ai jamais entendu de ma vie dans ce film-là, supposé être un Québécois, puis c'est tordu au bout. Mais les scènes de combat sont extraordinaires dans ce film-là. Il y a des... Fait que le style de John Woo, en fait, Mission Impossible 2, c'est du pur style. Oui. C'est presque juste de ça. Oui, c'est ça. Là, on est complètement ailleurs du premier, là, je pense. Déjà, le fait... Il y a une équipe, là, mais... C'est artificiel un peu. Là. C'est vraiment lui, il est de tous les plans. Il est souvent tout seul. Il tombe en mode séduction, ce qu'il n'y avait pas tant que ça dans le premier. On comprenait qu'il y avait une certaine attirance pour la femme de son boss, mais comme garder un respect. Là, c'est la scène du manoir où justement on voit le personnage de Thandie Newton là, qui vole le bracelet. Puis là, ils sont dans le bain. Puis là, c'est un petit mets de toi sur le top. Ça me dérange pas. Ça peut être comme, hey, c'était pas ça là, avant. Là. Et c'est même un peu tout. Même cringe un peu toute cette histoire-là, parce que dans le fond, elle doit séduire son ancien chum. Oui, elle doit retourner. Qui est un homme un peu violent, déstabilisé psychologiquement, mais qui est un ancien agent de l'IMF. Et elle, c'est une voleuse professionnelle. Fait que déjà là, c'est un peu étrange qu'un agent de l'IMF ait déjà sorti avec une voleuse professionnelle comme ça. C'est bizarre de dire voleur professionnel. Il y a comme personne qui a vété leur relation ou quelque chose. Mais en même temps, ce que tu dis là, c'est exactement l'histoire, le scénario de Notorious d'Alfred Hitchcock. C'est parce que Ingrid Bergman doit aller avec son ancien chum. En fait, que le gars il est en amour avec elle. Et c'est Cary Grant qui joue le personnage d'Ethan Hunt, dans le fond, qui va être obligé de la convaincre d'aller faire ça, même s'il est en amour avec. Fait que t'as tout ce triangle-là aussi qui est là. Et c'est peut-être le film le plus influencé par Hitchcock, où on a carrément volé des morceaux de scène, en particulier à To Catch a Thief, Vertigo, le ballet des voitures qui tourne, la spirale, quand ils sont tous les deux à côté de l'autre, c'est comme la scène de Vertigo avec le baiser. Il y a aussi des éléments de North by Northwest, inévitablement. Il y a même des références au James Bond. Là. Il y a une référence à Goldfinger à cause de la poursuite de voitures dans les sinueuses. Et en plus, ce qui est, pour moi... puis il y a aussi une référence à 2001. Parce que tu sais, quand il faut qu'ils détruisent Chimera, là. Puis là, c'est marqué pip, pip, pip. Puis là, t'as Chimera Terminated. C'est exactement comme la scène quand Hal tue les 3 scientifiques dans 2 En tout cas, il faut le savoir. Là. Mais moi, ce qui me choque dans ce film-là, c'est de mettre au grand jour comme ça devant tout le monde le narcissisme de Tom Cruise. C'est ça qui est frappant. C'est ça qui est vraiment même choquant. Parce qu'il vole les meilleures scènes des autres acteurs. Parce que quand il met le masque, entre autres, sur la relation entre le méchant et son garde du corps, c'est la même relation que dans North by Northwest entre James Mason puis Martin Landau, justement. OK? Et quand il met le masque
d'Ethan Hunt sur le garde du corps qui va se faire tuer. Il joue le meilleur moment de cet acteur-là. C'est Tom Cruise qui joue le meilleur moment. Puis il le fait aussi avec Ambrose quand il est devant Tandy Newton. Fait que ça, je trouve ça presque exécrable de faire ce genre de choses-là. C'est comme, regardez-moi comment je suis bon, je suis capable de jouer tous les rôles. Le film commence dans le début, là, il fait de l'alpinisme tout seul, sans rappel, là, sans sécurité. Puis c'est rendu des lunettes fumées, il lance ça, la toune par Metallica. On est ailleurs. On est vraiment ailleurs. Mais là, c'était des bandes sonores à vendre. Là, puis mais je pense que c'est ça le but. Le but, c'est de changer carrément le style parce que tu passes avec un autre réalisateur. Donc, tous les éléments qui font le style de John Woo sont là. Il y a des séquences avec des bateaux, il y a un tango, il y a des ralentis, il y a des freeze frames, des arrêts sur image. Le personnage fait puis là, ça arrête. Souvent fondu à d'autres choses, les voiles dans le vent. Il doit y avoir des colombes puis des pigeons qui s'en vont. Colombes, cérémonies religieuses. C'est ça, les oiseaux qui s'en vont, la course de chevaux. Donc, tu sais, tout le style de John Woo sert à masquer le problème du scénario qui tourne un peu à vide parce que c'est repris de d'autres choses. Puis, tu sais, Chimera, la chimère, c'est l'enjeu du film. Donc, ça devient une chimère, c'est quelque chose d'évanescent qui dure pas. Donc, ça représente très bien ce scénario-là. J'avais quelques fun facts. Henry Czerny... en fait, devait revenir au début comme Kittredge, mais apparemment qu'il s'est montré très arrogant avec Paula Wagner, qui voulait plus d'argent, qui voulait un plus gros rôle. Fait qu'ils l'ont comme tassé, qui s'explique peut-être pourquoi il était absent pendant plusieurs années. Ving Rhames qui revient, ce film-là est plus isolé, je trouve. On va même chercher Anthony Hopkins pour jouer comme le nouveau boss de l'IMF. C'est comme gros nom, mais qui sert à rien. C'est très artificiel. C'est très artificiel. C'est le monsieur Waverly de North by Northwest. Là, au scénario, c'était quand même Ronald Moore puis Brandon Braga qui venaient de Star Trek. Eux autres avaient travaillé sur Star Trek Deep Space Nine, Star Trek First Contact au cinéma, qui avait bon succès. Quand même William Goldman, qui est un scénariste Butch Cassidy et the Sundance Kid, de Princess Bride, entre autres, qui a travaillé sur ça. Et Robert Towne, qui avait collaboré au premier scénario, est revenu également. On a tourné en Australie pour la simple raison que Kidman tournait un film. Donc, Tom Cruise ne voulait pas s'éloigner. Donc, on a installé la production. On sait qu'il aime ça être proche de ses conjoints. Mais on sait qu'il aime ça les contrôler. Oui, c'est ça, je veux dire, exact. Et c'est Tandy Wee Newton, donc, qui joue l'objet d'affection de Tom Cruise, qui est une bonne amie de Nicole Kidman. Donc, ça a dû... c'est elle-même qui a même suggéré Newton à Cruise. Okay. Mais ça a dû quand même donner des petits moments un peu malaisant parfois. Ça doit être drôle de voir ton chum en train de séduire ta meilleure amie. C'est des acteurs professionnels. C'est ça, comme acteur, je pense que c'est... C'est une autre race, comme on dit. Ouais. Tu mentionnais Metallica. D'ailleurs, c'est la seule chanson originale qu'ils n'ont jamais composée pour le cinéma. C'est dans Mission Impossible 2. Ouais. La chanson I Will Disappear. Ils n'ont jamais refait ça. Time I Disappear, I Will Disappear, monsieur. Ouais. C'est ça. Mais je me suis mêlé le petit... c'est Limp Bizkit qui avait repris le thème. C'est ça, c'est plus... À cette heure, c'est tout Lorne Balfe puis du monde comme ça qui reprennent le thème original. Ouais. Là, c'était très rock, new dans metal. Le premier, c'était très électronique. Il faut dire c'était Adam Clayton puis Larry Mullen de U2 quand même. OK. Non, ça donnait, c'était punché là, quand même. Ouais. Et petite anecdote aussi, à la fin, le combat avec The Grey Scott, où il y a le couteau près de l'œil qui arrive pour lui planter. Juste après la bataille de moto. Oui, dans le sable. Donc, c'était vraiment un vrai couteau qu'on a utilisé. Tom Cruise voulait vraiment ça, mais il était vraiment attaché avec de la corde là, pour mesurer au millimètre près là, pour pas qu'il aille plus loin. Fait que The Grey Scott mettait vraiment tout son poids pour... faire avancer le couteau, mais tout ça était mesuré. C'est quand même incroyable. Ça reprenait l'idée de l'hélice de l'avion qui presque... C'est dans l'œil ou la gorge, l'hélice? La gorge. La gorge, oui. Et de Grey Scott, il faut le dire, à cause donc des délais d'Eyes Wide Shut, donc ça a amené des délais pour Mission Impossible 2 et ça lui a fait perdre un rôle très mémorable parce que c'est lui qui devait jouer Wolverine dans les X-Men. Et il n'a pas pu joindre la production et c'est Hugh Jackman qui est venu le remplacer. Ouais, parce que j'avoue que Doug Grey Scott, je sais pas vraiment c'est qui. Aussi, à part de ça, il n'a pas joué... c'est ça. Mais le scientifique au début, là, cet acteur-là, j'oublie son nom, là, Arabe... en tout cas, c'est parce que cet acteur-là, il jouait dans Eyes Wide Shut aussi. Oui, c'est Il jouait dans Eyes Wide Shut, il faisait le père de... Le père de Lily Sobieski, là, le vendeur de costumes. Là. Oui.
Et en tout cas, c'est plate, il m'a sorti de la tête, mais c'est intéressant. C'est intéressant, tu sais, qu'on dirait qu'à cause de l'expérience d'Eyes Wide Shut, il s'est dit, lui, je le veux. Ça aussi, c'est intéressant. Il y a il faut lui donner ça. Il y a cet instinct, tu sais, de toujours garder des relations avec des gens, puis de revenir. Puis cet entourage-là fait que aussi, ça l'aide à développer des projets qui sont de plus en plus... c'est une équipe proche de lui au corps, puis qui a formé un peu comme un stock cast là, qui lui revient à lui. Une équipe proche. Mais on dit, c'est ça, oui, c'est quand même une des dernières grandes vedettes hollywoodiennes superstars, Tom Cruise, parce que il est pas gêné d'aller on l'a vu, le dernier Mission Impossible sort, il est dans toutes les entrevues, dans des podcasts, plein d'affaires, des entrevues sur YouTube, etc. Puis c'est les rumeurs, là, il envoie des gâteaux à tout le monde qu'il connaît, puis il renvoie des cadeaux, puis il est encore très soudé aux gens avec qui il a déjà travaillé, puis peut-être desquels il veut garder une complicité pour aider sa carrière, on ne sait pas. Il faut quand même pas oublier ce qu'il représente. Il représente la scientologie. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui essaie de garder secret. Puis il en parle jamais. Il y a d'autres sortes de rumeurs aussi qui tournent autour de Tom Cruise, là, qui sont peut-être plus compromettantes. Mais au niveau de la scientologie, c'est quand même aussi, c'est parce que dans la scientologie, le recrutement est nécessaire. Fait que tous ces beaux gestes-là aussi servent de tactique de recrutement. Fait que moi, c'est pour ça que je prends ça avec un bémol, toutes ces façons-là. C'est sûr qu'il est quand même généreux de son temps, ça c'est clair, mais tu peux être généreux de ton temps quand tu gagnes 20-30 millions par film. Tu peux te permettre d'être généreux, là. Alors, il y a tout cet élément-là. Tu sais, c'est une machine, là. C'est vraiment une machine à recrutement, Tom Cruise. Puis il a participé à beaucoup de rencontres de scientologie, justement pour booster les membres. Puis les gens savaient qu'il allait être là, puis il se ramassait là. Puis une fois que tu es rentré dans scientologie, sortir, c'est une autre histoire. Puis tu te fais siphonner ton fric aussi. Fait que, tu sais, moi, j'ai beaucoup de bémols là, sur ça. Il faut départager ce que ça donne comme impact à l'écran, puis que c'est quand même un bon acteur. Mais en arrière de tout ça, il y a aussi toute la machine, tout le côté là, capitaliste qui n'est pas toujours très, très noble là, en arrière. Allons donc en 2006 pour Mission Impossible 3, alors qu'on change complètement de cap en embauchant... Et de direction photo. Oui, c'est ça. J.J. Abrams qui va tourner son premier film, lui qui connaissait un grand succès à la télé, surtout grâce à Alias. Donc Tom Cruise est en amour avec la série. La série Lost. Et donc, au scénario, on va recruter Alex Kurtzman, Roberto Orci, qui ont travaillé sur Alias. Je vous laisse aller. Donc, troisième film, troisième style. Et là, c'est un style qui se développe parce qu'il est surtout producteur à la télévision. Il a tourné des épisodes. Il y a une certaine expertise. Mais faisant un premier long-métrage, on va commencer à reconnaître certains des traits qu'on va retrouver dans le Star Trek, entre autres, puis dans Super 8, puis les autres films qu'il va faire après, et The Force Awakens. L'utilisation de flares. Les flares, les travelling latéraux. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais il y a des travelling latéraux continuellement. Quand il court, là, à la fin, on n'a pas parlé, là, mais Tom Cruise qui court à tous les films, je pense qu'à partir de celle-là, il y a encore plus. Oui, mais même à l'intérieur, dans les intérieurs, il y a beaucoup de travelling latéraux. C'est devenu comme sa signature là, de mouvement. Beaucoup de plans en téléphoto. C'est quoi téléphoto? C'est quand ta lentille est au-dessus de 100 mm. Alors, la normale, en 35 mm, c'est 50 mm. Fait que ça te donne à peu près des perspectives normales. En bas de ça, tu es en grand angle. Okay. Donc, tu déformes la perspective. Un peu fisheye, là. C'est ça. Okay. Puis quand tu tombes en téléphoto, là, en téléphoto, tu aplatis. Tu as juste une zone de foyer très, 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 très délimitée. Tout le reste, c'est flou. OK. Fait que jumelé au montage rapide, avec des mouvements très rapides, puis tout ça, ça crée une espèce d'effet presque stroboscopique par moment là, dans la façon de monter les scènes. Mais ça dit un peu où regarder, toi, le spectateur, j'imagine? C'est-à-dire tu vas regarder ce qui est clair. T'es comme prisonnier d'un seul point de vue. Contrairement à De Palma, qui tourne beaucoup en grand angle, avec les doubles focales, entre autres, là, mais beaucoup en grand angle, puis en mouvement de caméra fluide et tout ça, puis en composition de l'image.
Tandis que là, t'es beaucoup dans des œillères très, un très, peu, très, puis c'est c'est ça. Fait que là, tu regardes le film, puis bang, 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 il faut que tu restes très, très concentré. Tu sais, c'est pour tous ceux qui ont des déficits d'attention. Ça permet de rester concentré sur l'écran. Un film qui est très orangé, jaune, là, justement. Ouais. Plus éclatant, les contrastes plus forts là, dans toute la colorisation. D'ailleurs, la scène d'ouverture, justement, ça fait beaucoup à Alias. T'es vraiment dans le... Ben là, c'est la première fois qu'on a comme ce qui va être la fin du film, qui est une mise en bouche pour comment on va se rendre Dès dans cette le début, situation-là. Il nous plonge dans une tension, vers une confrontation, puis là, on recule en arrière. À l'origine, David Fincher devait tourner, en tout cas avait été pressenti pour faire le 3e Mission Impossible, ça avec une histoire. Ça aurait été intéressant à voir. Là, le niveau de réalisation est beaucoup supérieur avec David Fincher. Et à cette époque-là, donc, il y avait Kenneth Branagh qui avait été casté pour jouer un méchant. Donc, Philip Seymour Hoffman, même si c'était pas le même personnage, un peu le même look, un peu à la Branagh quand même. Je sais pas si Branagh ça aurait été un peu ce qu'il a fait dans Tenet, finalement, comme genre de méchant. Là, peut-être, oui. Même dans le Jack Ryan aussi, Chris Pine, il jouait le méchant. Là, t'avais Carrie-Anne Moss qui venait de sortir de Matrix et tout ça. Scarlett Johansson, qui finalement va devenir le rôle joué par Kerry Russell, donc la protégée d'Ethan Hunt. Mais à l'origine, c'était Scarlett Johansson. Oui, mais Kerry Russell, justement, ça fait bien le lien avec ce qu'Abraham a fait à la télé avant, justement. Oui, tout à fait. OK, elle était dans Elias puis ces affaires-là, ou... Je sais pas elle jouait dans une autre série. Ouais, c'est ça, là, mais j'ai oublié pour faire exprès. Là, OK. Et quand on a changé finalement le rôle pour le méchant Wendavian, c'était Billy Bob Thornton qu'on avait approché, mais qui voulait pas jouer un méchant. Et finalement, probablement que la connexion Magnolia s'est fait là, parce que Philip Seymour Hoffman était du film, donc Tom Cruise est allé le chercher. Puis, comme tu mentionnais, on en discutait, c'est quand même un des meilleurs méchants aussi. Moi, je suis le meilleur méchant de la franchise. C'est parce que le regretté Hoffman, je pense qu'il a jamais mal joué dans un film. Là. Il est toujours brillant. Puis... Il est là-dedans d'une froideur. Oui, c'est ça. C'est un des plus incroyable. sadiques qu'on a eu. Même plus tard, Sean Harris, qu'on remet, puis tout, oui, il manipule beaucoup, mais... Il n'y a pas cette présence violent que ça. En fait, c'est très proche de Goldfinger. OK. On est très, très proche du méchant James Bond. Là, le lien avec les James Bond est encore plus évident. C'est le fait qu'il ose tirer dans la cuisse dans la jambe de Michel Monaghan. Oui, entre autres. C'est ça, là, c'est là que t'es comme, OK, il va pas niaiser. Là. Quand il fait son dans décompte, l'avion, il dit, je vais aller chercher toute ta famille, tout le monde. Ça lui fait pas peur. C'est juste un prénom, puis c'est qui. C'est ça. Mais il y a aussi le fait que c'est aussi peut-être le MacGuffin le plus... J'allais dire le plus poilu parce que c'est un rabbit foot, là. Mais le plus artificiel, parce que dans le fond, ils vont le récupérer dans le dernier film, là, en essayant de te faire croire que c'était ça l'origine de l'IA, là, mais il n'y a pas d'explication, effectivement. Il n'y a pas d'explication. On ne sait pas c'est quoi. Il l'appelle-tu l'antigote? Non. C'est le Rabbit's Foot. Rabbit's Foot, c'est ça. C'est vraiment le MacGuffin ultime, là. C'est quoi le MacGuffin? Ça vient des films d'Hitchcock, parce que ça vient d'une histoire qu'Hitchcock a racontée à Truffaut. Un gars qui est sur un train puis qui a une espèce de machin, un attirail qu'il met sur le haut, puis l'autre, c'est quoi ça? Il dit, c'est un piège pour attraper les tigres dans les Adirondacks. L'autre dit, il n'y a pas de tigres dans les Adirondacks. Mais il dit, dans ce cas-là, c'est pas un MacGuffin. Donc le MacGuffin, ça n'existe pas. Dans North by Northwest, c'est des microfilms, puis tu sais jamais c'est quoi qu'il y a dessus. La fameuse mallette de Ronin. C'est ça. Donc, il appelait ça un MacGuffin. Puis c'est l'objet de la quête zéro, qu'est-ce qu'il doit trouver, mais finalement, c'est pas tant important. Plus c'est important dans le film, plus ça requiert d'explications, moins le récit est captivant parce que tu es obligé d'arrêter le film pour expliquer, tu sais, comme l'affaire de la clé. Là. Ouais, la fameuse, c'est ça, le 7-8. Bon. Mais une affaire aussi qui est importante, premièrement, il y a Simon Pegg qui va pour la première fois jouer son rôle de Benji. Puis lui aussi, son succès post les trilogies avec Edgar Wright et tout, là, fait que je pense que c'est l'effet de dire... on amène cet acteur britannique aux États, ça va être le fun, ça va... C'est ça, il y a ça. C'est des value marketing, j'ai l'impression. Il amène un peu le comic relief, qui est un peu absent dans les deux premiers, puis que là, va devenir la marque du personnage de Benji. Et l'affaire aussi, c'est les récupérations d'idées. Là, ça commence. On commence à recycler beaucoup d'idées qui viennent d'autres films, en particulier les Sentry Guns. Tu sais, les guns là, qui sont activés, là, juste ça vient d'Aliens, carrément. Puis l'affaire de Keys, tu sais,
Ça, là, ça vient de True Lies. Ouais. Fait que donc on a... Puis en plus, quand elle ramène Tom à la vie, quand elle ramène Ethan Hunt à la vie, ça vient de Abyss. Avec les En plus, fait que là, James ouais. Cameron, s'il n'avait pas existé, là, ce Mission Impossible-là n'existerait pas. Là. Et en plus, à partir du moment où elle est kidnappée, qu'il lui tire dans la jambe, puis qu'elle ramène à la vie Ethan, puis elle tire sur les méchants, moi je décroche, mais complètement, c'est totalement invraisemblable. Ce personnage-là n'aurait pas... Tu sais, c'est une médecin, là, son but c'est de sauver des vies, pas de tirer sur du monde. Ouais, puis il dit point and shoot. Ouais, c'est ça. Puis là, elle est capable de faire ça, ça n'a pas de sens. Fait que ça c'est un gros problème qui commence dans celui-là, mais qui va revenir après. Et en plus de ça, Tom Cruise court, mais il court, Tom, court. Parce que là, ça commence. Ah ouais. Avant, il courait pas de même là, dans les 2 premiers films. Mais là tout d'un coup, là, oh my God, il arrête pas de courir. C'est un Usain Bolt. C'est ça, exactement. Ouais, ben c'est dans lui, c'est ça. À la fin, il appelle Benji, puis là, il le dirige il est à Shanghai, je pense. Ouais. Puis c'est ça, c'est comme un 6-7 minutes de course avec des travelling, comme tu dis. C'est drôle aussi que le méchant s'appelle Devian. Tu sais, c'est déviant. Le film lui-même est déviant de la course des 2 premiers. Mais clairement, moi, j'ai l'impression qu'à chacun de ces films-là, il devait être extrêmement satisfait du résultat. Je pense pas qu'il y a un film dans la série qui ont fait comme « Ah, c'était pas ça qu'on voulait, mais écoute, on l'envoie. » Même si le 2 est champ gauche, je te dis, ils sont allés 100% John Woo, ils ont pris toute son esthétique. Le film, je me souviens plus, le premier était sorti quand dans l'année? C'est au mois de mai. Mais puis le deuxième, je pense, sorti en juin-juillet. C'était vraiment dans l'été, gros blockbuster. C'était comme... Ben, il avait même fait plus d'argent que le premier. C'est ça je pense que répondait à un le besoin premier à a ce été une moment-là. certaine surprise de succès, puis le 2, ils l'ont mis là, all-in, il faut vendre du popcorn puis ta face sur des chaudières. C'est ça. Puis il a fait 100 millions de plus, le deuxième, par rapport au premier. C'est quand même énorme. Mais le troisième, par contre, a baissé, lui. Il a fait 400 millions. Fait que, il fallait qu'il se réajuste. Puis aussi, ça a pris du temps quand même, parce que là, 5 ans vont passer avant Ghost Protocol. Oui, on pensait que la franchise était morte. Là. On se demandait, effectivement, elle m'a juste terminé pour Mission Impossible 3, parce qu'il y avait une petite controverse entourant la sortie, parce que tu as mentionné un peu toutes les rumeurs qui entourent Tom Cruise. Il y a 2 gars qui se sont amusés avec ça, qui étaient Trey Parker et Matt Stone dans un épisode de South Park. Il a dû aimer ça, Tom Cruise? Où on l'accuse d'être un homosexuel et tout ça. Non, il n'a pas aimé ça. Et l'épisode était sorti peu avant celle du film. Et il a menacé Paramount de boycotter la promotion s'il ne retirait pas parce l'épisode. Parce qu'il est vrai, South Park, c'est Paramount aussi. Oui, effectivement. C'était, Bon, tu vois, contrôle. Oui, effectivement. Donc, Paramount n'a pas le choix. Donc, l'épisode de South Park sur la scientologie, sur Tom Cruise, a été retiré des ondes. Je pense qu'il est sur le coffret DVD dans ma mémoire, mais il n'a jamais été rejoint dans la rediffusion. Okay. Ouais. L'autre affaire importante, c'est qu'un an avant, pour la promotion de War of the Worlds, c'est là qu'il avait fait à Oprah, là, qu'il avait sauté dans le divan sur Katie Holmes. Ça l'a nuit beaucoup. Puis Spielberg a complètement bad-trippé de cet épisode-là. Puis après ça a été fini avec Tom Cruise. Là, fait que, donc, 2005-2006... Ça a nuit au succès du troisième. Exactement. Oui, parce que là, Tom Cruise recevait un peu beaucoup de critiques. Puis là, ça doit être pas longtemps après qu'on a appris qu'il voulait pas que Katie Holmes rejoue dans Dark Knight, là, puis qu'elle a été remplacée. C'est ça. Puis Dark Knight, c'est 2007. Ça l'a conduit... Dark Knight, c'est 2008. Ça l'a conduit à sa rupture aussi avec elle, puis son contrôle. Mais tu sais, là, l'effet de la quarantaine, hein? Monsieur n'a plus 30 ans, là, puis il n'est plus au sommet de sa gloire comme il était en 96. Fait que 10 ans plus tard, en 2006, là, les problèmes ont commencé. Puis je pense que ça a fait du bien qu'il y ait eu ce 5 ans qui sépare Ghost Protocol de. Puis qui a peut-être redescendu les attentes aussi un peu. Oui. Parce que comme le 2 avait monté sur le premier, ben là, tu t'attends que le 3 va être encore plus gros, puis tout. Puis là, des fois, se replacer. Donc, après Mission Impossible 3, on attend encore quelques années pour relancer la franchise. Tu l'as dit, les résultats avaient été un peu décevants. Grand, parce que là, c'est le premier qui est tourné en partie en IMAX.
Ah, Oui, ok. c'est vrai. Ça aussi, c'est vraiment l'effet Christopher Nolan. Début de l'association, Ouais. ok. Donc, Ghost Ce qui Protocol. est drôle, puisque comme on mentionnait un peu, quand il va arriver au 7e film, il va se faire un peu couper l'herbe sous le pied sur ses écrans IMAX à cause de Oppenheimer. C'est ça. là. C'est ça. Fait que, Douce revanche de Nolan. Donc, il sera réalisé par Brad Bird. Donc, ce sera un premier long-métrage de fiction parce qu'il était surtout connu pour de l'animation, entre autres The Incredibles. ouais, il était pas Pixar. dans les Simpsons aussi, lui, dans le temps. C'était-tu ce même Brad Bird, là? Je me mélange. Je sais pas s'il en a fait, là, mais il a fait surtout, pour moi, Iron Giant, Ok. qui est un film d'animation extraordinaire. Mais The Incredibles va. Tu as une vibe Ça un l'a peu mis sur la map, là, impossible c'est ça. aussi dans l'action et tout ça. Premier film, donc, qui sera produit sans Paula Wagner. Mais là, c'est J.J. reste Ouais, producteur. donc J.J. hein, Abrams, lui, qui pouvait pas tourner le film, parce qu'à l'origine, c'était discuté, mais j'étais pris sur Lost, je pense, à ce moment-là. Ouais, d'autres c'est une bonne films. chose. Donc, il va être là comme producteur, moi, mais il va amener encore sa gang de scénaristes de télé, Josh Applebaum et André Nemec, qui ont travaillé entre autres sur Alias. Et Christopher McQuarrie va faire aussi quelques rewrites Ouais. en tant que strip doctor. Ne sera Ouais, parce pas que là, crédité à l'écran, mais il va travailler C'est sur ça, le parce que scénario. McQuarrie, on va y venir comme réal, on va le connaître pour surtout l'émission Impossible, puis il y a un Jack Reacher. Ouais. Ben, Je mélange souvent Ryan Reacher. Valkyrie avant. là. Mais comme Valkyrie. scénariste. Non, Valkyrie, il a réalisé. Il a réalisé Valkyrie avec Tom Cruise. Fait que là tu te retrouves avec... Ben, me semble. Non, ça, je pense Me pas. semble, en tout cas. Je Là. pense pas Je que vais c'est aller lui. voir, je vais aller voir. Mais l'affaire qui est importante avec Brad Bird, c'est que là, vous avez vraiment un cinéaste inventif qui a des idées visuelles. Puis le problème qu'on avait déjà constaté là, avec le premier Mission Impossible, où il crée des scènes d'action puis il essaie de rafistoler ça au niveau du scénario, on retrouve ça, mais vraiment de façon évidente dans Ghost Protocol, où là, tu te dis, bon, là, il y a la tour... Ouais, c'est Dubaï, c'est hot, Il y a, Dubaï, il y c'est a à le la mode. stationnement, Ouais. il y a le Kremlin, fait que là, il faut qu'on relie ça, puis il faut que ça marche, mais ça nous prend ces scènes-là, puis on commence par tourner la tour, puis tu sais, ça paraît là, que c'est de l'assemblage. Même si l'effet est vraiment là, il y a un effet très impressionnant, entre autres à cause du IMAX, mais aussi à cause de la témérité de la scène avec la tour. Tourner ça pour de vrai, même si t'es accroché, Ouais, tu fais pareil, c'est ça. t'es quand même à Ouais, ça 900 frappe mètres des de gars de hauteur, sang tu sais, il faut le faire. Là. Et il disait les comédiens et des gens de l'équipe technique n'osaient même pas s'approcher de la fenêtre parce qu'ils avaient vraiment enlevé une fenêtre, pour Ouais. mais ils n'osaient pas s'approcher tellement c'était haut, mais ils avaient peur. Pour la petite histoire, c'est Bryan Singer qui a réalisé Valkyrie, donc le C'est vrai, mais collègue de c'est Christopher Christopher McQuarrie. McQuarrie qui Ok. C'est lui qui a c'est fait vrai. de Jour Excusez-le. Suspects, entre autres, avec McQuarrie. Excusez-le. Donc, moi, qu'est-ce que j'avais noté ici? Normalement... Fait que là, il y a aussi, ça me rappelle, c'est pour ça que c'est Josh Holloway qui joue l'espèce de. ben oui, la d'acteur, connexion avec c'est- Lost au c'est début. Lost, ouais. Que c'était comment Sire dans Lost? Ouais, c'était ça? Sire. Ouais, Puis que c'est lui, ça. il fait aussi partie de ces acteurs-là qui ont eu un rôle iconique dans une série, mais Ouais. ça n'a jamais marché au cinéma. Normalement, Maggie Q devait revenir dans la série, mais elle était prise sur une série télé aussi, Nikita. Nikita, ouais. Donc, c'est Paula Patton qu'on est allé chercher, mais qui, honnêtement, est une très bonne remplaçante. Là. Ah Elle oui. faisait une excellente Vraiment à addition la à l'équipe. hauteur. On retrouve aussi Léa Seydoux. Mhm. Je pense que c'est son premier film américain, si je ne me trompe pas, à Et ce tu moment-là. vois, là, ce qui est fascinant, c'est que Léa Seydoux, après, va faire les James Bond. Ben oui. Fait que tu vois, là, c'est vrai. les liens Ouais. se rétrécissent de Mm-mm. plus C'est en ça. plus entre les deux Mais séries. dans James Bond, elle n'a pas autant d'action. Ben, des fois, elle a des non, cascades de voitures et tout, mais là, c'est comme une assassine Ouais. et tout. Là. Fait que- Ouais, ouais. D'ailleurs, ça, elle l'a c'est pas fait scènes- souvent, là, de tirer du gun dans des Ouais, films. en passant, la scène, au départ, quand elle tue l'agent Ouais. dans le couloir, là, c'est une référence directe à The Sting avec Robert Redford puis Paul Newman en 1973, parce que la méchante, là, qui était supposée tuer Robert Redford, elle s'en vient dans l'allée comme ça. Puis au moment où elle va tirer sur Robert Redford, il y a un gars en arrière qui tire sur elle. Ok. Ah, Alors ça, je là, vois ils souvenir. reprennent, c'est un peu comme s'ils reprenaient la même scène, mais cette fois-là, elle va réussir à tuer l'agent. Tu sais. Donc, tu parlais de la scène d'action entre Léa Seydoux et Paula Patton dans la chambre d'hôtel. Ils se sont vraiment battus pour vrai. Donc, c'est les deux comédiennes Ok, sans pas de doubleur. doubleur. Ils tenaient vraiment, donc, je pense, à suivre les pas de Tom Cruise. Ils Ouais. disaient, nous autres aussi, on va le faire quand même. Première apparition, donc, de Jeremy Renner, aussi son personnage Ouais. qu'on voit pour la première fois. Ça Et vient tu de vois, fait c'est que- tout de suite après qu'il fait Bourne Legacy. Ouais.
Et Simon Pegg, donc, va occuper une plus grande place. En fait, il va remplacer un peu Ving Rhames, qui est absent du c'est film. Ça, il est là juste sur un petit caméo à la fin. On l'a ramené à la fin, en fait. Les rumeurs disent qu'il voulait un trop gros salaire. Il s'était montré trop gourmand. La production commençait à dépasser son budget. Donc, finalement, on l'a comme écarté du scénario pour le remplacer par Pegg. Mais on qui, l'a à ce ramené moment-là, toute devient fin. un agent de terrain. Ouais, c'est ça, on l'amène dans aussi, j'ai entendu lui-même, il s'est remis en forme. Parce que lui-même dit dans le 3, je suis pas un problème de santé, mais tu vois qu'il est un petit peu plus gras. Puis avoir Tom Cruise être en forme, puis tout, je me suis mis à m'entraîner avec lui, etc. Puis, et ça va donner effectivement la séquence d'ouverture où Tom Cruise est accroché après un avion. Donc, va être vissé là, mais quand même, il va avoir fait, je pense, 6 ou 7 fois la montée. C'est quand même assez fou. Et comme méchant, on retrouve Michael Nyqvist qui s'était fait connaître avec la trilogie Millennium en Suède, donc la version suédoise, qui jouait l'enquêteur, là, joue un méchant qui est un peu générique, honnêtement, on ne se le cachera pas. Là, il va jouer quelques années plus tard aussi le méchant dans le premier John Wick. Oui, c'est le classique à la Mads Mikkelsen. Là. On t'a puis même l'autre que Tarantino est allé chercher aussi, là, Christophe Waltz. Là, Christophe Waltz, on les fait jouer des Européens là, qui parlent anglais, on les fait jouer des méchants. C'est parfait. Et l'enjeu, c'est la guerre nucléaire. Fait que là, on revient aux sources avec la guerre nucléaire. Puis la guerre nucléaire, c'est l'enjeu souvent aussi dans les James Bond, donc puis dans les Austin Powers. Est-ce que c'est dans le 5 ou dans le 4 on commence à parler du Syndicate déjà? C'est dans le 5. C'est vrai, mais on l'annonce à la fin de celui-là. Et on parle déjà de Rogue, d'être Rogue. L'équipe est Rogue. Ils sont disavowed encore. Fait que, donc, ce vocabulaire-là, on commence à le connaître là, avec ce film-là. Mais surtout, c'est l'inventivité de Brad Bird. Déjà, dès le générique, il y a quelqu'un qui allume physiquement la mèche. Et c'est une scène presque de dessin animé où tu suis avec la caméra le fil. Fait que là, tu as vraiment un lien avec la série aussi. Est-ce que dès le premier, il y a un générique d'ouverture, on voit un peu des images du film à venir? C'est vrai. Ça, c'est aussi une caractéristique que tu te rends pas compte sur le coup, mais tu as toute la clé visuelle du film à l'intérieur du générique. Ça, c'est une idée de Palma. Là. Ce genre d'idée-là là, qui va faire fruit dans tous les autres films. Puis la scène du stationnement vertical, à la fin... ça me fait beaucoup penser aux valises dans Monster Inc. Tu sais, avec les valises qui se promènent, puis il faut qu'ils descendent de plateau, puis tout. Fait que, encore là, c'est une idée de réalisateur qui se dit, on vient de tourner quelque chose dans une tour, là, on va prendre un stationnement, puis on va le mettre aussi à la verticale. Fait que t'as encore cette notion-là, puis la dextérité de la mise en scène. C'est là que tu vois c'est quoi la différence entre un réalisateur qui a vraiment une signature puis une autorité aussi sur le plateau, d'être capable de dire, bon, ben ça, ce plan-là, ça me le prend. On voit qu'est-ce que ça donne comme résultat parce que tu as une fougue dans cette scène-là qui relève des premiers là, de John Woo et de Palma. T'sais. Donc, Ghost Protocol relance la franchise. C'est un franc succès en critique que commercial. Alors, pour le 5e film, on amène Christopher McQuarrie, qui va devenir finalement le plus grand collaborateur de Tom Cruise. Vraiment. Un peu comme les Harry Potter, finalement, qui a amené David Yates est attaché à l'univers de Rowling. Donc, pour Rogue Nation, McQuarrie avait collaboré au scénario de Valkyrie, de Ghost Protocol, avait réalisé Jack Reacher avec Tom Cruise. Au scénario, on amène aussi Drew Pearce, qui venait de connaître un succès avec son scénario de Iron Man 3. Et un drôle de nom, Will Staples, qui n'a pas une grande feuille de route, mais qui avait travaillé à Call of Duty 3. Jeu vidéo. Okay. Fait que voilà. Et encore récupération de Hitchcock avec la scène de l'opéra, parce que c'est carrément de Man You Knew Too Much. Mais cet opéra-là, en passant... Turando. C'est ça. Cet opéra était joué dans Life Lessons, le sketch de Martin Scorsese dans New York Stories. Et ce qui est intéressant, c'est ce que ça veut dire, parce que c'est Nessun Dorma, de Turandot. Et à un moment donné, on parle de la princesse de glace. Mais Ilsa Faust, c'est pratiquement une princesse de glace, la façon dont elle joue, tout ça. Et personne ne saura jamais mon nom. Puis là, on pense à Solomon Lane, qui, moi, je suis sûr que c'est un anagramme de quelque chose, mais j'ai perdu 1 heure à essayer de trouver c'était quoi. Là, je suis sûr qu'il y a un anagramme là-dedans, c'est too much, là, Solomon Lane, tu sais, juste le, c'est le nom. Normal. L'enjeu, c'est encore le knocklist. Fait que là, on revient aux sources là, avec ça.
Et la filiation de James Bond est encore plus évidente. Il y en a un avec Craig qui a dans... C'est Spectre qui va à l'opéra. Ben oui, c'est ça. Donc, Spectre, The Syndicate, là, ça commence vraiment, vraiment à se ressembler. Puis les missions sont comparables aussi, puis les enjeux internationaux sont comparables. C'est que quand c'est rendu qu'il n'y a plus de distinction à faire entre les séries, ça commence à être un petit peu problématique. Même si c'est un bon film. Moi, je trouve Rogue Nation quand même un bon film. Oui, tout à fait. Écoute, ne serait-ce que pour l'addition de Rebecca Ferguson, Ilsa Faust, qui rappelle cette belle époque-là d'Hitchcock, elle a quelque chose de très Ingrid Bergman en elle, d'une autre époque du cinéma américain. Puis sur les toits, tu sais, quand il se déplace sur les toits, là, il faut qu'il se sauve là, en sauvant après avec le fil. Tout ça, c'est cachetif. Encore là, on revient à Hitchcock. Là. Et je trouve qu'Alec Baldwin, qui est chef de la CIA à ce moment-là, avant qu'il devienne celui de l'IMF, est vraiment aussi intéressant, un personnage qui veut démanteler le réseau et tout ça. Puis là, Renner revient. Renner, on ne sait jamais si... Quand il trahit qui. Fait que c'est quand même... je sais plus si dans le 4, il l'a, mais on retourne au masque aussi, puis à ces affaires-là. Comme quand on parlait, c'est dans le premier, la première mission que finalement on débâtit les murs puis tout ça était qu'un setup. Là, ça va revenir dans le 6. Je pense qu'à un certain point, ils ont peut-être voulu pas trop s'égarer puis revenir sur des affaires, de dire si c'est des agents spéciaux, secrets, machin, qui ont des outils puis des technologies, des fois, ils vont réutiliser leur technologie, leurs outils puis leur façon de faire. Fait que je pense que c'est un peu ça aussi d'avoir, quand ils ont ramené les masques. Mais dans le 4e, il y avait les masques, mais ça buguait puis finalement, ils le faisaient pas. Vrai. Mais sur le plan de la scénarisation, c'est parce que c'est le retour à une formule éprouvée. Avec ça, tu peux jongler, tu peux changer les paramètres, mais tu as une ligne directrice. Fait qu'à partir de Rogue, en fait, les 4 Christopher McQuarrie, tu as cette ligne directrice-là. Puis ça donne des films qui vont finir par se ressembler aussi, là. Mais quand même, je pense que dans Rogue Nation, c'est bien troussé, il y a un bon élan, puis ça relance la série sur un nouveau pas, parce que là, on n'est plus dans « on va changer de réalisateur, on va garder la même facture maintenant ». Puis on garde la même équipe. À partir de là, Ving Rhames, Simon Pegg, le même... tu l'as dit, Rebecca Ferguson n'est pas trop clair, mais elle va être là pour plusieurs films. C'est ça. Les mêmes faces. Même Sean Harris va être le premier méchant qu'on va ramener dans le film suivant. C'est ça. Avec le même enjeu du Syndicate, avec tout. Fait exactement. Puis les films se suivent, parce que là, Rogue Nation puis Fallout, là, ça se suit. Il y a une continuité directe, tandis que les autres étaient vraiment séparés en termes d'action. Puis plus, c'est ça, on continue à avoir Michelle Monaghan qui gravite autour de ça. Là. Des fois, elle n'est pas là, elle revient dans le 6, mais je ne sais plus trop. Oui, effectivement, on la voit à la fin de Rogue Nation, ou Ghost Protocol. Oui, qu'on apprend qu'elle est là, puis que Luther, il la surveille. C'est ça. C'est tout. Et elle va revenir effectivement dans Fallout. Donc oui, après Rogue Nation, qui s'inscrit dans une belle continuité de Ghost Protocol, donc Christopher McQuarrie, le premier réalisateur à revenir à la barre d'un deuxième film de Mission Impossible, soit Fallout. Je trouve que c'est... On reviendra vers la fin, on va parler de nos préférés, mais je trouve que c'est le meilleur de McQuarrie. Peut-être parce que c'est son deuxième. Là, il est en contrôle, mais il est encore capable d'innover un peu. L'arrivée d'Henry Cavill, ça rappelle un peu peut-être le premier film avec Jon Voight, l'idée de prendre une autre star, quelqu'un de connu, mais d'en faire que finalement, ça va être lui le méchant et non pas un ça allié. Nous rapproche incroyablement de The Man from Uncles. Pas, là. Ben là, avec Henry Cavill, c'est sûr. C'est ça, en plus, là. Mais il est sorti un petit peu... Non, c'est sorti quasiment en même temps. Quasiment en même temps. C'est ça l'affaire. C'est ça que ça... Encore là, ça brouille un peu les cartes. Mais surtout, moi, ce qui me frappe, c'est le retour à la mission divine puis à l'élu. Là, on revient le Messie, tu sais, le sauveur, puis on revient à l'éloge de Tom Cruise. Fait que ça, un peu... Mais par contre... La scène, puis en plus, les méchants s'appellent The Apostles, les apôtres. Fait que tu sais, tout le côté là, destin manifeste, tout ça revient. Mais les 3 attaques au début, quand ils font semblant qu'il y a eu 3 attaques sur les sièges religieux à Jérusalem, là, c'est le genre de scène que tu regardes puis tu te dis, c'est vrai. S'ils faisaient ça pour de vrai, ce serait extraordinaire. Ça réglerait bien des problèmes. Puis là, après ça, tu te dis, hey, mais ça n'a pas d'allure. Puis là, finalement, c'est pas vrai. C'est vraiment génial. Sur le plan du scénario, c'est vraiment génial comme idée parce que ça te force toi-même à te dire, oh my God, si ça arrivait,
qu'est-ce que ça représenterait, tu sais, justement, oh my God. et là, ben, c'est pas vrai, tu sais, fait que ça c'est vraiment intéressant. Il essaye aussi déjà là, de faire des liens avec les films précédents, avec Max, qui est la fille de l'autre, là, puis bon, la meilleure scène pour moi dans ce film-là, c'est l'intervention avec la jeune policière. Quand il se retrouve devant la jeune policière, puis il dit « Non, fais pas ça. Laisse faire, puis il s'occupe d'elle. » Il y a quelque chose là de vraiment intéressant, même si, comme je dis, à la fin, pour moi, c'est trop. Ethan est devenu l'ultime héros, et en plus, il contredit Spock. Tu te souviens dans Star Trek 2, quand Spock dit « The needs of the many outweigh the needs of the few or the one », là, il dit « The needs of the many don't outweigh the needs of the few ». Ce qui compte, c'est chaque personne là, qui est dans mon équipe, il faut que je les sauve. Même si je mets en péril toute la civilisation humaine. Après, c'est ce qui va être utilisé contre lui tout le temps. Là, tu peux toujours sauver tes amis. Le narcissisme de Tom Cruise devient à la base même du principe du scénario. Quand même, il faut le faire. Là, ouais, je pense que Christopher McQuarrie commence à bien connaître sa star à ce moment-là. Exactement. J'ai quelques bonnes anecdotes. Donc, le scénario n'avait que 33 pages. Alors, c'est vraiment le premier film où on est allé tourner des scènes avec quelques idées après, puis après ça, on construit. C'est sûr qu'à la fin, là, avec Cavill, il y a l'hélicoptère et tout, mais c'est quoi les scènes marquantes de ce film-là, justement? Autour de quelle cascade on a... T'avais la scène de moto, entre autres, dans Paris, qui est une des poursuites incroyables. Ben, l'affaire avec le char, que ça finit plus, là, aussi. Oui, là. aussi, oui. Ouais. T'as la séquence d'évasion qui veulent prendre Solomon Lane, là, de le tirer de trucs. Au début, je me rappelle plus c'était quoi la scène d'introduction de Fallout. En tout cas, bref. C'est la fin des 3 attaques. La fausse... C'est ça, ils prennent le gars, puis ils l'enferment, puis là, il y a eu 3 attaques, puis ils réussissent à aller chercher le code, là, puis... Donc, l'addition de Henry Cavill, qui est très drôle parce qu'il y a toute une saga entourant sa moustache. Ouais. Parce que... les reshoots de Justice League. Il jouait Superman, évidemment, dans Justice League, dont on a retourné des séquences. Mais là, il était sur le tournage de Mission Impossible. Donc, au début, Paramount avait dit, OK, dédommage-nous. Nous, on va s'assurer de l'arranger digitalement. En tout cas, excuse-moi, McQuarrie et Cruise. Mais Paramount a dit non, c'est Warner Brothers qui vont payer pour faire ça. Fait qu'il y a comme un petit bras de fer entre les deux studios. La fameuse lèvre bizarre à la fin de Justice League. Tout le genre de choses qui n'a aucune importance quand tu regardes le film. C'est tellement hollywoodien. Rebecca Ferguson était contente de revenir, mais elle était contractuellement obligée parce qu'elle avait signé pour 2 films à ce moment-là, lorsqu'elle avait tourné Rogue Nation. Au début, le personnage de Jeremy Renner devait mourir. C'était prévu dans le scénario, mais finalement, il a décidé lui non plus de ne pas revenir pour le film. À ce moment-là, il voulait passer plus de temps en famille. On l'avait déjà mentionné dans le balado. C'est des longs tournages, c'est très exigeant en temps pour les comédiens. C'est ça, le fait qu'il tourne autour de cascades et tout, t'es attaché au film, mais tu sais pas vraiment quand est-ce qu'on va avoir besoin de toi. Puis là, Tom puis Chris, ils s'entraînent pour la cascade, puis comment on va la réaliser. Puis là, quand il y a à fond, ils disent là, il faut que tu viennes en Norvège ou à Dublin. Puis là, on a 2 jours de tournage pour faire de l'exposition, puis des affaires autour. Puis après, retourne chez vous, puis on te rappelle pour la suite. Puis fait que ça empêche de se commettre sur d'autres projets, c'est ça. Et Tom Cruise a subi quand même une grosse blessure parce que ça arrive quand même. Il s'est cassé la cheville sur un saut. Donc la production a dû s'arrêter un bon 6 semaines. Quand il court avec des travelling, justement. Ouais, c'est ça. Sur des toits. Et d'ailleurs, la prise qui se fracture la fille est dans le film. C'est elle qu'on a conservée. On le voit qu'il boite un peu là, en se relevant. On a conservé ça, mais c'est ce qui a amené beaucoup l'explosion du budget aussi. Les assurances. Parce que là, on a dû arrêter le tournage. Surtout qu'on a dû... Oui, c'est sûr que ça a été repris par les assurances à ce moment-là. Mais quand même. Et tu parlais des scènes d'action. Il y a la scène de parachute quand même qu'il faut souligner, le saut à haute altitude au-dessus de Paris, qui n'était pas vraiment Paris, finalement. Je pense que c'est au Maroc, en tout cas. Il l'a refait pour les Jeux olympiques. Oui, c'est ça. Mais à ce moment-là, il ne pouvait pas le faire. Et puis, dans le fond, c'est Tom Cruise donc, qui fait ce saut-là qui est réservé d'habitude à des Navy Seals. Là. C'est vraiment un saut en très haute altitude. Et généralement, tu le fais avec un masque caché d'oxygène, mais là, on voulait voir son visage, fait qu'on a inventé vraiment le casque avec lequel il fait le saut pour qu'on voit. Référence à Abyss, encore une fois, parce que la visière dans Abyss avait été construite exprès pour le film. Mais ça doit tout être des espèces de visières de cinéma, c'est-à-dire que dans la vraie vie,
là, ceux qui font ces métiers-là, je pense pas qu'ils ont des lumières qui éclairent leur propre face. Ben non. Ça doit être Non, super c'est contraignant à travailler. Ben oui, c'est oui. vraiment... non. Comme là, il n'y en a pas des fois des scènes où les gens parlent dans une voiture, puis la lumière, tu vois, qui est allumée en haut. Mais il n'y a pas ça dans Abyss. Il n'y a pas ça dans Abyss. C'est ça, OK, l'éclairage. L'éclairage il y a du sens. Il est suffisant. C'est James Cameron. Give me a break. Ça, c'était vraiment pour le cinéma. Mais Bon. quand même, c'est une séquence qui est très, très réussie. Moi, j'ai quand même en tête la fameuse séquence où, quand ils sont dans les toilettes, là, justement, là, puis il faut qu'ils identifient les personnes. True Lies. Ouais. Oui, True ça Lies, tombe c'est, là. oui, mais c'est une référence à True Henry Lies. Cavill qui se charge les bras, là, Ouais. ça, c'est devenu quand même Ah un ouais, meme, c'est puis c'est assez devenu amusant. iconique, puis lui Ouais. aussi s'en fait reparler beaucoup. Ouais. Et à l'origine, on voulait prendre vraiment un visage connu pour cette scène-là. Ils n'ont pas dit qui ont passé quand même quelques auditions. Mais finalement, ça fonctionnait pas. Donc, finalement, c'est un vrai Aurais-tu mettre Schwarzenegger cascadeur. dans le rôle, là. ça aurait été drôle. Ça aurait été intéressant. Mais c'est un vrai cascadeur, donc ils sont allés chercher quelqu'un un peu de générique, mais qui fait vraiment réellement se battre puis encaisser. C'est un peu la cool, sauce là. John Wick et ces affaires-là. Finalement, Ouais. prendre des cascadeurs puis leur donner des Ouais, rôles. c'est ça. Puis encore une fois, l'enjeu, menace nucléaire. Fait que là, on commence Ouais. à recycler, Oui, à oui. tourner en rond. Là. Et Mais c'est aussi à la fin, là, c'est un peu la première fois qu'ils vont dans des endroits si reculés. Là. Je me souviens plus son où, Ouais. là, c'est pas au Tibet, là, mais tu sais, Presque, ouais. en Mongolie, là, une affaire comme ça, dans des missions humanitaires, puis là, ils sont vraiment. Hey, par hasard, il tombe sur sa femme. Quel oui, hasard ben là, il extraordinaire. faut que les choses Wow. se relient. Ah, mais ça, là. je pense pas que c'est Lazare, c'est Solomon Lane que, moi, je pense que planifié tout ça. Ben oui, c'est ça. On le comprend parce qu'il met sa photo. Non. C'est le scénariste Ah qui a oui. planifié Ouais, tout ça, c'est ça. pour que ça arrive dans... Tu sais, ce genre Dieu de est dans la hasard-là, machine. qui va revenir dans le dernier film, d'ailleurs, là, avec l'histoire de Non, William mais Dunlow. en même là. temps, tu te souviens, Julian lui dit il y a quelqu'un qui a financé toute notre opération, mais on sait pas c'est qui. Non, c'est clair, je le sais. Je Ok, le sais que c'est ok. Solomon Lane. Je suis conscient de ça, Ouais. mais je suis surtout conscient que c'est le scénariste Ouais. qui s'arrange pour faire ça, pour ramener Michel Monaghan. Ah, ben oui, Ouais, ben puis oui. donner faut une finalité donner- au personnage. Ça, il y a Ouais, deux, ouais, il y a c'est deux ça. niveaux de compréhension Oui, dans, c'est dans ça. ces scènes-là. Et parlant de tu sais. finalité, ben Baldwin, c'est lui qui a suggéré de tuer son personnage. Donc, il était prêt à revenir, mais afin qu'il meure à la fin. Que ça aurait un impact, c'est ça. Puis là, ça, c'était l'entrée aussi de Vanessa Kirby, c'est là qu'elle Ouais, commençait. effectivement. Puis Et de Max de Angela White Bassett Widow. aussi. Oui, aussi, effectivement. Chef de la CIA à ce moment-là. je crois. D'ailleurs, Angela Bassett, c'est intéressant parce qu'il y a un lien avec Contact, le film de Robert Zemeckis, parce que là-dedans, elle jouait la vice-présidente des États-Unis. Et là, dans le dernier, elle va devenir carrément présidente des Présidente, ben États-Unis. oui. Donc, tu sais, elle monte les échelons rapidement. Dans des rôles secondaires. Ou est-ce que c'était prévu que ce soit Kamala Harris qui remporte les élections? Ben Donc, ouais, c'est ça. Ils sont tous fait avoir. Voilà. Alors, on arrive avec le fameux diptyque Dead Reckoning, Ouais. à l'origine Part 1, Mais qu'on là, a finalement changé fini, ouais. en cours de Ben, route. comme ça a été l'été, c'est-tu la même année que le Spider-Man animé aussi, ils ont fait pareil. Là. Quand Ouais, ils ont vu des chiffres décevants, ils ont dit OK, il faut arrêter de dire que c'est des films en deux parties. Ouais, Dune c'est l'a ça. pas fait. ouais Quand c'est ça, c'est le Dune, c'était contraire. annoncé Dune. Puis quand tu écoutais le film, c'était disait partie 1, mais jamais il avait dit sur les, vrai, sur les affiches. affiches. Mais on savait que ça allait être deux parties. Mais je pense que quand même, plein de gens le savent pas. Là. Nous, on suit beaucoup le cinéma, mais pour. Ben là, quand tu as lu le roman, tu sais que c'est la première partie. Là. Ouais, mais il y a pas mal plus de gens, je pense, qui ont vu le film, qui ont lu le roman. Là. Ouais, ben, En tout cas, ouais, d'une peut-être, certaine là, façon, quoique- là. Ben, Allez avec voir le film, temps, tu sais qu'il y a un mais- roman qui existe, là, Ouais. j'espère. Mais dans le cas de Mission Impossible, ce qui me fait rire, c'est que c'est le contraire de Star Wars. T'sais, dans Star Wars, ils ajoutent des épisodes, puis là, on enlève des parties. Ouais, c'est ça. C'est amusant. Mais Dead Reckoning, pour moi, là, c'est vraiment le pilote automatique. Ce film-là, c'est un film sur le pilote automatique. L'intrigue est pas intéressante. Les poursuites en auto sont interminables. C'est interminable. La musique est exécrable. Le récit est trop controuvé. Pour tout essayer de relier ensemble, Gabriel, l'archange, Oui, je veux le dire, messager. l'entité. Tu sais, t'es vraiment là, dans quelque chose de trop organisé, de trop fabriqué. Il y a trop de hasard. Moi, j'ai totalement décroché de ce film-là. Et l'affaire du Ben, train, beaucoup de à la fin... pickpocket, là, aussi. Là, Ouais, tout le temps, ouais. je le vole, je l'ai plus, je te le donne, je le reprends, puis au Ouais, final, c'est ça, je c'est l'ai. tu sais. C'est ça. Ben, puis l'affaire du train, ça vient carrément de Lost World. Puis ça finit plus. Il y a Ouais, un c'est wagon qui tombe, puis là, il y a un autre wagon qui tombe, puis là, ça devient un symbole Toutes d'un les scènes d'action scénario s'étirent. qui s'éternise. à Mais n'en c'est plus ça, on Avec va un essayer de méchant baser le jump de motocross. C'est comme Ouais, c'est c'est cette ça. affaire-là. Puis, mais je pense, on va venir après au 8e, qu'il y aurait.
l'échec, c'est d'avoir fait un film en 2 parties. Mhm. Je pense qu'il aurait pu garder ces cascades-là, quitte à ce que ce soit un petit peu trop long, mais de faire 2 histoires distinctes qui ont un début puis une fin, puis quitte à ramener des personnages Parce que encore. l'histoire mais... n'est pas assez intéressante Non, quand on c'est va ça. faire 2 films sur ça. Le pire, c'est que quand on arrive au 8e, de mon souvenir, le 7e, on ne sait pas que le Sébastopol, ça date d'il y a 10 ans. Ça a l'air d'être tout récent, là, le fait qu'il s'écrase et tout. Mais là, t'arrives au 8, c'est comme non, c'est super vieux ce truc-là, puis là, il faut y retourner. Fait que, tu sais, un petit peu comme le Rapide et Dangereux 10, là, qu'il n'y a toujours pas eu l'autre partie, puis c'était pas écrit, puis tu sais. Fait que c'est ça, je pense que non seulement il filme par cascade, mais là, il savait même pas exactement où il irait, où il y avait peut-être 3-4 notes sur un tableau, puis on relira ça plus tard. Fait que ça donne des films qui sont obligés d'avoir beaucoup d'expositions, comme c'est le cas du début du 8e film, de tout nous remontrer. Aussi, le film, je pense, commence à... Quand tu parlais que c'est le 1, c'est ça. C'est pas un film compliqué, c'est un film complexe, c'est ça? Ouais. Je vais peut-être citer à l'envers. Ouais. Ben là, c'est l'inverse. On est dans quelque chose qui est un peu trop compliqué pour rien, mais on se souvient que notre utilisateur, notre cinéaste, pas notre cinéaste, mais le client moyen, en tout cas, la personne qui va aller voir le film, l'est peut-être pas autant. Fait qu'on est souvent en train de dire quelque chose puis le remontrer en image par-dessus. La fameuse clé, comme tu dis, non seulement on court après, mais c'est parce qu'on la remonte en flashback. La clé. La fameuse clé. Et là, oubliez pas, c'est ça, là. Elle s'en vient, l'utilisation la scène où il explique tout dans l'entrepôt, là. C'est interminable, cette scène-là. T'as pas besoin de savoir tout ça. Tu donnes les clés, puis après ça, tu laisses aller le récit. T'sais. Fait que là, il y a une paresse qui s'est installée avec la formule. Puis c'est ça que ça donne. Ça donne des films de même qui sont empoulés puis qui en finissent plus. Parce qu'à la base, leur mission, ça se disait en 8 secondes sur quelque chose qui s'autodétruit. Ben oui, puis là, t'es rendu, pourquoi sur un film de 2h40, il y en a 1h30 que c'est de l'explication? Puis je pense qu'il y a beaucoup de problèmes avec le film, dont, entre autres, le désamorçage de la bombe nucléaire à l'aéroport en 10 minutes. Là. Benji qui va se faufiler dans soute à bagages. Il décode tout le truc super facilement. Tout le monde connaît les fameux énigmes là, aux réponses. Ça n'a aucun sens. Mais tu l'as souligné, le personnage de Gabriel, joué par Isaiah Morales, c'est tellement générique et pas intéressant. Puis en plus, on tente de nous le vendre comme s'il y a une grande incidence qui a façonné Ethan Hunt parce qu'on voit un flashback au début alors qu'Ethan Hunt est obligé de faire son fameux choix ou devient un agent. Qui trafique en fait aussi une scène dans le premier Mission Impossible parce que quand Jean Reno, on apprend que c'est lui qui a tué l'agent au début, là, c'est ça. Sur la grille. Là. Ben là, après ça, ils reprennent cette idée-là, mais là, avec d'autres agents dans une autre mission. Là, give me a break. Ouais. Là, vous êtes rendu, vous greffez des affaires. En fait, cette entrée-là de dire que les agents sont des gens repentis qui ont commis des crimes vient comme tout anéantir, là. Est-ce que Benji, là, lui, l'informaticien, c'est quoi? Y a-tu piraté c'est le cas de l'auteur, en tout cas. C'est le cas de l'auteur. Ouais, c'est ça. Je pense que Benji s'est juste porté volontaire. Mais on n'avait jamais appris ça avant. Puis là, soudainement, on apprend que tout le monde, c'est des espèces de renégats. Pour nous faire comprendre, détester peut-être plus Gabriel et avoir plus d'empathie ou comprendre pourquoi Tom Cruise est comme affolé, paniqué de voir ce personnage-là, il faut que tu nous expliques plus. Pas dans un simple flashback. Elle n'a aucune explication, on a juste que peut-être tué quelqu'un qui était... de film. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un personnage qui est encore plus nuageux, parce que je pense à Info Nuagique. Là. Gabriel est un personnage encore plus abstrait que l'entité. Ouais. Dans le sens que physiquement, il y a une apparence, mais son but narratif... il n'y a pas vraiment de sens parce que l'entité n'a pas besoin. Mm-hmm. Fait que pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il donne une présence physique à quelque chose qu'il n'a pas. Fait que c'est un peu ce qui est fâchant du film, c'est qu'on passe tellement de temps à expliquer des choses qu'on n'a pas besoin de savoir et ce qui serait plus important de justifier ou de soutenir n'est pas là. Ne l'est pas. T'sais. Quelques petits trucs. C'est quand même fun le retour d'Henry Sursney en Kittredge. Par contre, il y a toujours le même problème. Et là, on est rendu au 8e ou dans le 7e? Ouais, il est là dans Dead Reckoning. Okay. Mais tu sais, là, avec tout le passé, tout ce qui s'est passé, que Kittredge soit encore... qui doute d'Ethan Hunt, qui soit encore arguant vers lui alors qu'il a sauvé le monde combien de fois. Je trouve que c'est un peu bizarre. Là, c'est plaqué. Tu devrais être reconnaissant. C'est comme s'il n'y avait pas eu de film entre le premier et celui-là. C'est ça qui est étrange. Quand même, moi, je souligne l'addition d'Hayley Atwell dans le personnage de Grey. Je trouve qu'elle est très, très bonne. À l'origine, c'était pas Gabriel le méchant, mais c'était un autre personnage qui a été joué par Nicholas Hoult. Ah ouais? Okay.
Tom Cruise. Nicholas Hoult avait auditionné pour Top Gun Maverick, puis avait été très impressionné par lui, mais trouvait qu'il ne fitait pas avec le personnage, mais il l'a récupéré pour Mission Impossible. Mais finalement, non. Finalement, non, parce que je pense que c'est juste un délai où il était prêt ailleurs, là, fait que c'est juste ça. Sinon, on va souligner quand même l'actrice Pomme Clémentieff, qui est une Française qui parle français, fait que ça, c'est cool, et ça, c'était à la demande de Cruise, qui voulait vraiment... parce que le rôle était écrit en anglais. Il devrait faire la même affaire avec les Québécoises, hein, parce que souvent, ils prennent n'importe qui pour faire des Québécoises, là, juste qu'une Anglaise là, dans la série sur le tueur. Le serpent. Le serpent, c'était épouvantable. Ouais. Donc, bravo quand même, c'est cool de voir ça à l'écran. Ouais. Et je parlais de la séquence d'introduction. Au début, McQuarrie et Cruise avaient flirté avec l'idée de faire une grosse séquence avec du processus de de-aging, donc de rajeunissement des comédiens, où Cruise aurait été avec Julia Roberts. Donc, en 1989, on a ramené l'aspect des comédiens à l'âge qu'ils avaient à cette année-là. Mais financièrement, c'était juste trop cher parce qu'on le voit qu'Indiana Jones, dans le dernier film, c'est à peu près 1 million la minute, ce procédé-là. Donc, il aurait fallu couper ailleurs. Fait qu'on est allé tout simplement. Je suis content que c'est pas dans le film. Puis 2, je suis pas sûr que je suis content d'avoir appris ça. McQuarrie trouve que ça aurait fait, je pense que ça aurait trop détonné de voir Cruise jeune, puis après ça avec Julia Roberts. Juste aussi, le fait d'y avoir pensé, pour moi, c'est un problème. Tu vois là qu'ils sont rendus, là, ils tournent en rond, puis ils savent plus comment se renouveler, puis c'est ça que ça donne des idées de même. Et voilà. Donc, on arrive à la fin pour Exactement, Mission Impossible de Final Reckoning, qui est toujours à l'affiche. Oui, qui fait quand même des beaux week-ends, même s'il est derrière Lilo et Stitch. Là, quand je l'ai vu, là, je me disais, je me suis retrouvé dans la même situation qu'avec Avenger Endgame puis Star Wars Revenge of the Sith en me disant, mais ça va-tu finir? Ça va-tu finir, ce film-là? Faut dire qu'il dure 3h45. La première heure... 2h45. La première heure, il aurait pu couper en deux. Il aurait pu enlever toutes les explications, toutes les références à d'autres films. On l'a vu, Colin. En plus, ce qui est vraiment insultant, c'est l'intro de Tom Cruise. J'ai-tu besoin d'avoir Tom Cruise qui me dit « Regardez le film, ça va être bon. » Hey! Ben là, pour sa défense, Paramount, depuis la pandémie, font ça pour tous leurs films. Ouais, mais vraiment, là, premièrement, ça te fait décrocher. Parce que là, tu vois Tom Cruise, c'est pas Ethan Hunt. Tu sais, il y a de quoi, là, de vaniteux, de narcissique. C'est vraiment, là... non, vraiment pas. Ça m'a horripilé en partant. Après ça, le fait, encore plus que toutes les autres, c'est une éloge de Tom Cruise à travers Ethan Hunt. C'est le Messie, c'est l'élu, c'est le seul vrai justicier au monde. C'est le seul qui connaît la vérité. C'est le sauveur qui va nous sauver de The End of the World as we know it. Ils disent ça dans le film. Ça se peut-tu qu'il y a quelqu'un qui a écrit cette phrase-là, puis c'est dans le film? Puis en plus, la clé est cruciforme. Ouais. On parle de l'antigode. Luther, c'est Saint Jean-Baptiste, littéralement, qui va se faire décapiter, tu sais. Sa mort, là, de Luther, c'est comme la mort de Spock dans Star Trek 2, puis Ethan, c'est Kirk. Et là, il dit « Souviens-toi, tu sais, for those we'll never meet ». C'est encore un renversement de « The needs of the many », tu sais. Donc là, encore là, on récupère des affaires de d'autres films. C'est le film, en plus... tellement champ gauche, la maladie de Luther. Là, c'est ça. Sorti de nulle part. C'est vraiment le film d'un seul homme. C'est de l'autoproclamation. Dans le sous-marin, je le disais tantôt, il est tout seul dans le sous-marin. Mais ça, là, c'était comme un amalgame de tous les films de sous-marins qui ont existé depuis le début du cinéma. Tu sais, il y a Abyss là-dedans, K-19, Hunt for Red October, Crimson Tide. Il y a trop de liens forcés avec les autres films de Mission Impossible. À commencer par William Dunlow. On parlait tantôt de Michel Monaghan, mais là, sérieux, là... 30 ans plus tard, le gars est encore là. Hey, il a conservé le couteau. Ouais, il a conservé le couteau. Je pense pas qu'il a pu conserver le couteau. Il y a des références à Aliens, Life Force, Raiders. Tu sais, quand il est sous l'avion, là, que l'avion qui décolle, c'est comme dans Raiders sous le camion. Doctor Strangelove, évidemment. Menace nucléaire. Dark Knight, No Time to Die. No Time to Die. Mais là, il meurt pas, maudit. Au moins, s'il était mort, tu te serais dit, bon, mais en même temps, moins... ils ont dû se poser la question de genre, mais si on le fait mourir, là, on le copie trop. Fait que, puis l'Entity, là, pour un gars qui a écrit sur les visions robotiques, là, on est... L'Entity, c'est Skynet, c'est Colossus, c'est Proteus, c'est HAL, c'est Vicky dans iRobot. La clé, le code, le gadget,
sais, à la fin, là, quand tu penses à ça, là, la clé cruciforme sert à ouvrir un code dans un sous-marin où là, il récupère ça sur un petit gadget qui ressemble à un téléphone. Puis là, après ça, l'entité va se ramasser dans de la kryptonite blanche, là, l'espèce d'affaire. Oui. Là. Et que tout fit, tout s'assemble tout fit sans là-dedans, puis jamais t'as rien besoin vu, de là. tout ça quand il existe des infos nuagiques. C'est complètement débile. Puis là, tu te dis, hey, sérieux, là? Moi, j'ai regardé tout le film pour un gadget lumineux qui finit dans la main du personnage. Oh, man, quelle déception qui est une voleuse. horrible. Ça fait un peu Donjons et Dragons. Là. La voleuse qui a les bons C'est skills. totalement invraisemblable. C'est pas comme ça que tu règles un virus informatique. Voyons donc, c'est complètement... Écoute, moi, par moment, je m'attendais à voir débarquer Arnold du futur puis dire je viens vous aider, ou que Tom Cruise était c'est ça. envoyé. Là, c'est sans oublier I'm back, aussi, baby, j'ai oublié son nom, mais l'autre personnage du policier qui court après, Oui, qui finalement serait le fils de Jim Phelps, Phelps, mais qu'il dit « Oh, c'est correct, finalement. » Fait que ça sert à rien. N'importe L'autre quoi. policier, lui, est embarqué, il a été endoctriné. Lui, il est embarqué dans l'équipe. Le monde sont comme... Ils n'ont pas de compte à rendre, vraiment. Hein. Non, c'est Ils ça. changent de camp, ils font ça, ils laissent leur job, leur femme, là, je sais pas. Fait que, Je pense que c'est pas... Il aurait dû arrêter ça après Fallout. Je pense que oui. Je pense que c'était la meilleure conclusion à Ouais. tout niveau pour les Il personnages. aurait dû se rendre Ouais. compte, mais la pas du gain. Tu sais, tu penses toujours que tu vas faire. Puis là, comme on disait tantôt, ils feront jamais d'argent avec ça, le dernier film. Là. C'est clair. Là. pas 400, c'est ça, il fera pas 1 milliard. Puis tout. Non, ils se rendront pas en haut de 600 millions, c'est presque sûr. Là. Donc, on va dans notre classement Alors, pour ouais, terminer ça. Juste pour le fun, Variety, Oui. Variety le grand magazine d'Hollywood, OK, ils l'ont mis en ordre. Ils ont commencé, et tenez-vous bien, là, ils commencent avec Rogue, Fallout, après ça, Mission 1, Ghost Protocol, puis là, il met Final Reckoning. Hey, Mission Impossible 3, Dead Reckoning après, puis finalement le 2. Hey, quand même, c'est insultant de regarder cette liste-là faite par des professionnels, supposément. Ouais, Vas-y, je vous laisse aller avant. Moi, je les numérise. Je les mets en numéro, mais je suis moins sûr. Rogue, c'est le 5. Ouais, c'est 5. Puis 4, c'est Ghost. OK, c'est ceux-là que je mélange. Voulez-vous dans le... Dans l'ordre. Dans l'ordre du numéro 1 ou... Oh oui, vas-y. Mon préféré, qui a quand même peut-être justement ce côté d'avoir tout résumé. Il est beaucoup plus action et tout, mais c'est le 6. C'est Fallout, c'est lui que j'ai plus de plaisir cinématographique d'une certaine manière. Popcorn, blockbuster. C'est parce que t'avais 10 ans quand t'as vu le premier. Mais je l'ai réécouté. Mais le premier, c'est mon numéro 2. C'est mon deuxième préféré. Je le trouve plus intellectuel. Donc, il y a moins ce côté grandiose de se battre sur des rochers puis qu'un hélicoptère nous arrache la face. Quoique l'hélicoptère... il arrache presque la face. Mais c'est extrêmement intelligent. C'est un film qui pourrait pas être mieux fait qu'il est fait. Je trouve que c'est la bonne balance des deux. Mais peut-être parce qu'il y a déjà presque 30 ans, le film, je trouve que le deuxième et le sixième, là, donc Fallout, je trouve qu'il est juste très excitant dans sa façon d'être over the top. Et il y a ce côté... Tom Cruise, le Messie et ces affaires-là. Fait que ça, c'est un peu comme les Rapides et Dangereux. À un moment donné, ça fait partie du phénomène, puis il faut l'embrasser, là, comme quand disait le scénario, les deux niveaux. Rogue One, c'est mon troisième préf. Ensuite, je descends Mission Impossible 3, Ghost, puis le 8. Puis le deuxième, c'est quand même... J'ai dit ça. John Woo, j'ai adoré, moi, Face Off, ces affaires-là, mais je trouve que ce qu'on connaît de Mission Impossible, je trouve que ça colle pas du tout. C'est justement peut-être le 6 versus le 2, ou même 4, 5, 6. Ce côté grand film qui va rejoindre tout le monde, je trouve que le 2 marche pas. Là. C'est trop juste lui, il n'y a plus d'équipe. Le côté séduction, toute la musique, c'est lui que je trouve quand même assez minable au niveau de pas bien vieillir. Patrick, André? Ouais, vas-y. Moi, j'avais 34 quand j'ai vu le premier. Hein. C'est que ça change un peu ma perception. Là. Puis j'avais vu tous les films de Brian De Palma. Alors ça aussi, ça aide. Là. J'aurais mis ma main au feu que c'est ton préféré. Là. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il a lancé la série, parce que c'est le scénario le plus accompli, le plus abouti, parce que visuellement, c'est le plus stylisé. Le plus fort aussi au niveau de la mise en scène. Puis puis ça introduit... tout ce qui va être dans les autres après, puis qui sont pas capables d'égaler, ne serait-ce que sur le plan du scénario. Fait que c'est sûr que c'est mon premier. Le deuxième, c'est Ghost Protocol,
que vraiment, là, la scène de la tour, ça m'a donné le vertige, surtout en IMAX, là, tabarouette, t'as presque envie de tomber de ton banc tellement que c'est impressionnant. Moi, je pense que dans lui, c'est le méchant que je trouve un peu plate, comme on a dit. Ouais, c'est ça. Puis c'est pour ça que je préfère le 5e, parce que l'ajout de Rebecca Ferguson, puis toute cette dynamique-là, au niveau du scénario, je trouve ça mais il y a encore un plus style, là, encore là, Brad Bird, c'est un cinéaste que j'admire. C'est que l'inventivité qu'il y a dans ce film-là rachète les problèmes de scénario que j'avais quand même reconnus à l'époque, là. Le 3e, ben, c'est Rogue Fallout. Là, j'y mets ensemble là, parce qu'ils ont une belle facture quand même. Mais moi, je mets tout de suite après, je mets celui de John Woo parce que le style l'emporte sur le contenu, mais c'est tellement éblouissant dans ce sens-là, visuellement, que c'est un film qui continue à gagner mon cœur là, pour ça. Après ça, je mets le 3e, parce que c'est encore un film qui a quand même une signature. Puis, évidemment, les 2 derniers, c'est Dead puis Final. Là, ça finit là. Écoute, on va se rejoindre, puis je pense que je vais vous surprendre. Moi, mon premier, c'est le 3e. Celui de J.J. Abrams. Je sais que tu m'avais dit quand tu réécoutais ouais. que t'accrochais beaucoup, mais je savais pas si... ouais, pour le niveau de tension, dès le départ, qui installe... C'est vrai. Je trouve que c'est là qu'on a... Le premier film qu'on a des vrais personnages. On a un vrai enjeu pour Ethan Hunt, qui est plus juste un archétype, mais là, qui est marié. Tout ce côté-là qu'il amène avec sa conjointe, c'est super intéressant. Philip Seymour Hoffman, meilleur méchant. Puis c'est le premier des Missions Impossibles. Je trouve qu'on a vraiment une équipe. J'ai adoré Maggie Q dedans, entre autres. Toute la séquence du Vatican. Fait que je trouve que s'il y a vraiment quelque chose, même si la fin, je suis un peu d'accord avec toi, c'est un peu exagéré, mais moi, je suis capable d'outrepasser ça parce que je me dis, OK, et médecin, infirmière, est peut-être capable de le réanimer. Bon, elle serait capable, là, mais tu sais... Elle est capable de réanimer, elle n'est pas capable de tuer les gens comme ça. Qui, eux, sont des tueurs professionnels. En plus. Puis, en fait, moi, je pense peut-être qu'ils se sont posé la question, mais ça aurait été bien qu'ils ramènent l'équipe à la fin du film. Elle est là pour toute la mission au Vatican, mais après, ils sont comme... Mais je comprends parce que c'est l'enjeu émotif pour toi qui compte. Là, oui, tout à fait. Moi, j'ai un attachement au personnage à ce moment-là, alors que là, dans les 2 premiers, j'étais complètement détaché. Moi, c'est toujours le côté formel qui prend le dessus, indépendamment c'est des la qualités seule fois du qu'il scénario. nous présente le personnage que... Ben, en fait, c'est parce qu'après, je comprends après ce qu'il vit dans le film, il veut plus le faire. Mais tu sais, il est devenu instructeur, il est plus sur le terrain, c'est ce qu'on met beaucoup de l'avant. Il veut une vie tranquille, même s'il faut qu'il mente sur ce qu'il fait comme travail. Puis j'aime la relation avec sa protégée, fait que finalement, il retourne pour elle parce que, tu sais, voyant le plein de potentiel. Il faut avouer que ça fait très télé. C'est le genre d'intrigue qu'on voit dans des séries télé. Fait que je comprends aussi pourquoi t'accroches à ça, là. Ouais, ça se peut bien. Tu sais, parce que, tu sais, comme Soprano, là, ces séries-là commençaient aussi à l'époque où, là, on avait vraiment des séries qui avaient du coffre, puis dans lequel l'émotion est importante. Puis je pense que c'est dans cette tradition-là, tu sais. Tout à fait. Moi, je pense que c'est ce qui me branche aussi au cinéma en premier. Il faut que je ressente quelque chose. Il faut que je m'investisse dans l'histoire. 2e, je vais mettre Ghost Protocol. Le 4e, je pense que c'est le plus spectaculaire. En même temps, tous les autres personnages de l'équipe ont un enjeu à régler aussi, ce qui est intéressant. Donc, la fille dont son chum a été tué au début, l'agente, elle veut se venger de ses doux. Jeremy Renner aussi, qui avait supposément échoué sa mission de protéger. Qui est assez opaque au début, puis finalement, c'est ça. Fait que je trouve ça Simon Pegg qui commence à faire du terrain. Fait que, Ensuite, je vais aller avec le premier. Effectivement, qui m'avait quand même beaucoup déçu à l'époque, je dois avouer. Là, j'étais sorti un peu en crise du cinéma. Ah ouais, fâché. Parce que pour moi, c'était pas une mission impossible, c'était The Fugitive. C'était juste Tom Cruise on the run, puis let's go. Puis ça m'avait comme déçu qu'il tue les agents au début, qui avaient un casting vraiment intéressant, que j'aurais aimé voir plus longtemps. Fait que... Bref, le fait que De Palma allait contre tes attentes, t'as déçu, tu vois. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est intéressant quand même, comment ça frappe les différents spectateurs. Mais avec le temps, je le redécouvre à chaque fois et je l'apprécie de plus en plus. Même si la fin, là, la séquence d'hélicoptère, tout ça dans le tunnel, c'était un peu too much, là, mais bon. Après ça, je vais mettre... Le film la franchise a quand même appris à faire du too much. Là, mais pour l'époque, ça détonnait un peu. Surtout avec le reste du film, là, je trouvais. Mais en tout cas, bref. Après ça, je mets Fallout, le 6e. 5e, ensuite, Rogue Nation. Ensuite, moi, je vais aller avec le 2e. Malgré les défauts du 2e, il y a quand même
des éléments, tu le dis, esthétiquement qui sont intéressants, beaucoup plus en fait, malheureusement, que les deux derniers que je vais mettre clairement. Dead Reckoning et The Final Reckoning pour moi, qui c'est comme un Puis d'ailleurs, chaos, tu sais, pour le dernier, là, pour Final, là, ils mettent l'accent sur la scène d'avion qui est époustouflante, là, les deux avions biplanes, à la fin, les biplanes. Là. Mais si vous y pensez comme faux, c'est la même affaire que les deux hélicoptères à la fin de Fallout. C'est ça. C'est... Presque du copier-coller par moment, là, mais avec des avions différents. Puis aussi des moments qui défient les lois de la physique. C'est impossible qu'il reste accroché là avec la force qu'il a quand il vire de bord puis tout. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, bon, OK, là, on est dans des dessins animés, je comprends. On ressent l'essoufflement, je trouve, avec les deux derniers. Ouais. Tu l'as dit, les scènes d'action s'étirent, ça renouvelle pas tant. Oui, c'est un peu spectaculaire, mais en même temps, moi, la scène du sous-marin, ça m'a laissé complètement désinvesti. Ouais, tout à fait. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'incohérences. Puis justement, revenir à cette séquence-là, on avait parlé dans le balado, mais faut qu'il y ait absolument deux avions. Quel hasard que l'autre a pensé d'avoir un autre le fait qu'ils le disent. J'en ai même un deuxième au cas, tellement je suis bien préparé. Puis là, à un moment donné, ben là, je suis seul à avoir un parachute. Ben non, finalement, il y en avait un autre qui a réussi à le trouver. Non, c'est ça. C'est bancal, en fait. C'est bancal, là, c'est artificiel. C'est ça. C'est dommage que ça se finisse sur cette note-là. Puis c'est pour ça que ça aurait été le fun. Tu sais, c'est un peu le même problème avec certaines séries où il arrive à une 7e saison. C'est souvent autour de 6e, 7e saison. Il faudrait qu'il arrête. Puis il continue pareil. Ouais, puis là, il commence à signer les acteurs juste un an à la fois. Là, c'est ça, tu sais. Puis là, t'as le même problème avec cette série de films-là. Tu sais, il arrive au 6e, là, puis là, il devrait arrêter. Mais non, il continue, ils font un 7e pareil. Puis là, finalement, ils en font un 8e, puis les deux derniers n'auraient pas dû les faire. C'est ça. Je pense que c'est ça. C'est à partir du 7e aussi, justement. C'est pour ça que Rebecca Ferguson a dit tu sais, tuez-moi, là, je vais participer, mais moi, je peux plus. Il faut que je fasse d'autres choses, là, Dune, puis des affaires. Puis puis Dune, oui, merci. Alors voilà, je pense que ça valait quand même la peine qu'ils se lancent dans une série comme ça pour ce que ça représente, puis pour le challenge de tourner avec des réalisateurs différents. Mais la minute où il se met dans un carcan avec un seul réalisateur, ben là, il rentre dans la formule, dans la routine, puis on voit le déclin. On a assisté au déclin ou à la limite, progressif. Comme tu dis, si on décidait de ne pas arrêter avec le 6e, il aurait dû faire un peu table rase ou peau neuve en recommencer, changeant. exactement, avec un autre réalisateur. Quitte à garder l'équipe. Là, mais là, il faut que tu rentres en ligne de compte l'âge. C'est que là, quand tu arrives à 55, tu sais, 55, 60, là, tout d'un coup, tu veux plus changer les choses trop. Tu es rentré dans ta routine. Puis, tu sais, c'est pas pareil comme à 35 ans, puis dire on va faire un film avec un nouveau réalisateur à toutes les fois. Tu sais, c'est ça la différence, là, 20 ans de différence, 20-25 ans de différence. Puis je pense que ça, il faut ça marche bien, on a une ça. façon de faire. Puis plus ça va, puis moins c'est crédible. C'est un peu comme les James Bond avec Roger Moore. À un moment donné, tu sais, quand tu arrives au dernier Roger Moore, là, tu te dis, écoute, il a la face en plastique. Tu peux plus y croire qu'il fait James Bond. Non seulement ça, mais tu voyais les visages des cascadeurs des fois. Oui, c'est ça, en plus. Les problèmes de rapport de montage. C'est comme... À l'époque, c'était particulièrement flagrant dans les deux derniers. Là. Fait que là, donc, tu sais... T'as un peu le même problème avec Tom Cruise. Il essaie de faire des affaires qui, physiquement, il est plus capable de faire parce qu'il est rendu à 62, tu sais. Fait que là, même s'il fait pareil, ben il fait pareil au risque de la crédibilité de la série, puis physiquement, à son propre risque. Parce qu'il est vaniteux, puis parce qu'il est narcissique, tu sais. Donc, c'est ça qui va nuire, finalement, aux deux derniers films. Voilà. Mais mission acceptée, mais mission incomplète. Mais je suis pas mal sûr que c'est quand même pas la fin. Que ça soit un spin-off avec d'autres personnes, ce qui serait peut-être une bonne chose, donner du 109, mais moi, à moins que ce soit un désastre financier, mais ça part pas si mal que ça non plus. C'est ça, c'est que là, la barre est tellement haute que pour essayer de faire un autre film dans cette série-là, l'investissement va être tellement majeur pour le retour, parce que là, moi, je dis 600 millions, mais il va peut-être même pas se rendre à 500 millions, là. Fait que, tu sais, je pense que ça va arrêter là. Sérieux, ils vont trouver d'autres choses. Où ça va être... Mais on dirait que tout ce que j'ai vu avec les relents, je pense pas qu'il va en avoir un dans 3 ans, mais peut-être dans genre 12 ans, là, ils vont nous repartir avec une nouvelle vedette. Peut-être un petit rôle de soutien à ce moment-là. Puis c'est ça, Etanon va revenir, puis ça va être lui. Puis là, déjà au deuxième film, il va reprendre le lead. Puis on a vu ça dans d'autres séries. voilà. Bon, fait que on rappelle quand même sur cette note joyeuse que le dernier film est toujours à l'affiche. À découvrir quand même. Oui, mais sur grand écran, c'est sûr que c'est là qu'il se vit. C'est clair. Hey, c'est le genre pour de l'écouter dans 6 mois en streaming. Mais en même temps, les spectateurs l'apprécient.
Puis c'est sûr que nous, on voit tellement de films, puis on les a analyse tous tellement, écoutés là, c'est ça, récemment. on les a tous Mais réécoutés. moi, je pense... Des fois, on a un regard, une optique un peu différente. Ouais, mais moi, je pense que c'est le genre de film que tu pourrais arriver en ayant manqué à la première heure, puis c'est presque mieux. Parce que t'es frais et dispo, t'as manqué toute l'explication, puis tu tombes dans le film, puis ça va, tu sais, puis tu vas avoir la scène d'avion à la fin, puis tu sors, puis tu dis « Ah, c'était pas pire, j'ai pas vu la première heure, mais c'est pas grave. » Ouais, c'est ça. C'est le conseil que je donne aux spectateurs. C'est un peu ça. C'est toujours le côté de la première heure recap beaucoup ce qu'il y a eu avant en allant un petit peu ailleurs. Parce qu'ils se disent, là, les gens ne l'auront pas réécouté. Mais c'est que moi, mais si tu as confiance en ton public, ils vont l'avoir réécouté avant, ils vont l'avoir en tête. Fait que c'est de faire les choses pour tout le monde, ce qui est l'inverse de lui qui veut sauver ses amis tout le temps. Mais tu fais les choses pour tout le monde, t'es fait pour personne en même temps. Fait que, bon. Sur ça, c'était du costaud quand même. Oui, on va taquiner le 2 heures. Là. Alors, ça, c'est notre plus long épisode à jamais, donc parfait pour une longue marche. C'est aussi long que les films, ça. Oui, c'est cohérent. On rajoute 45 minutes. Voilà, puis on revient vendredi pour un épisode régulier.